il y aura de comptes Instagram qui en parlent, plus il y aura de BD qui en parlent, plus il y aura de livres qui en parlent, plus il y aura de journalistes, de films, de je sais pas quoi qui en parlent, plus en fait les situations qu'on a vécues existeront, moins elles existeront. Bah c'est clair. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss et je suis passionné par la créativité que je considère comme une quête initiatique remplie de découvertes favorisant une meilleure connexion à soi et aux autres, un art de vivre transcendantal permettant in fine de se réaliser. Qu'il s'agisse d'illustration ou de podcast, mon but est d'élargir le champ des possibles en créant des ponts et en favorisant des rencontres. Pour en savoir plus, vous pouvez me suivre sur Instagram @Jérémy Kleiss ainsi que sur Sens Créatif-podcast. Ce podcast est sponsorisé par Adobe parce que quand on fait un métier créatif, Adobe, c'est la base. Et si vous écoutez ce podcast, probablement que vous utilisez déjà certains de leurs produits, mais êtes-vous déjà abonné au Creative Cloud ? Ah, je vous le demande, le Creative Cloud, c'est quoi ? C'est la solution tout en un, vous permettant d'accéder à plus d'une vingtaine d'applications et de services pour laisser libre cours à votre créativité. Désormais, vous pouvez donner une dimension nouvelle à vos projets en utilisant Photoshop sur iPad, dessiner et peindre avec Adobe Fresco, tester la réalité virtuelle avec Premiere Pro, créer un portfolio professionnel avec Adobe Portfolio, rejoindre la communauté mondiale de créatifs sur Behance, j'en passe et des meilleurs. Pour en savoir plus, téléchargez la version d'essai sur adobe.com ou abonnez-vous au Creative Cloud. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter ma discussion avec Mathilde Virfollet, plus connue sous le pseudonyme Matou. Et Matou, pour sûr, vous avez déjà vu son travail. Illustratrice depuis 2007, Matou fait des dessins qui font du bien. Enfin, comme elle le dit dans sa bio, elle essaie. Elle publie régulièrement sur les internets des illustrations humoristiques rondes et colorées, dont les sujets peuvent sans doute se résumer en une seule phrase. Dans la vie, on fait bien ce qu'on peut. Et c'est déjà pas si mal. Voilà qui résume assez bien l'état d'esprit de mon invité du jour. Glaner le côté positif des petites tracasseries du quotidien en sublimant nos défauts avec humour, voilà un art que Matou maîtrise avec brio. Mais, et vous l'entendrez dans cet épisode, résumer Matou à ce seul et unique aspect de son travail et de sa personnalité serait bien réducteur. Car Matou est également autrice de plusieurs bandes dessinées sur des sujets aussi divers et variés que les petites blagues du quotidien, les peurs et les angoisses, les doutes, les injonctions, le rapport au corps ou encore la grossophobie. Des sujets bien moins légers, voire tabous, vous en conviendrez. Et c'est un autre tabou que Matou vient de lever car il y a quelques mois, elle vient de sortir une nouvelle bande dessinée intitulée La Remplaçante, une BD scénarisée par Sophie Adrianson et éditée aux éditions First, sur le sujet de la dépression postpartum. Et pour le coup, je me suis dit que ce serait sympa d'inviter Madeleine du fameux compte Instagram Postpartum ta mère pour venir discuter avec nous du sujet. Et si soudainement vous vous demandez mais qui est cette Madeleine qui vient taper la discute avec nous ? Eh bien, il s'agit ni plus ni moins de ma chérie, qui est aussi la maman de mon petit garçon. Alors non, je n'ai jamais moi-même été enceinte ni vécu une dépression postpartum. N'empêche qu'en étant aux côtés de Madeleine, j'ai très fortement été sensibilisé au sujet. J'en ai déjà parlé à droite à gauche sur ce podcast, devenir parent, ça nous a retourné comme des crêpes, et ce n'est pas toujours évident. C'est même parfois franchement difficile. Et ça, c'est un tabou qu'il n'est pas toujours facile à adresser. Encore plus quand il s'agit de dépression, de santé mentale, d'amour parental, ou au contraire de non-amour, et de toute la culpabilité qui peut découler de ces émotions a priori contradictoires. Matou et Madeleine, chacune à leur manière, font un travail de sensibilisation remarquable à ce sujet. Je me suis donc dit qu'il était temps d'y consacrer un épisode. Dans cet épisode, Matou vous raconte comment une jeune femme qui ne se destinait pas du tout à devenir illustratrice a finalement réussi à fédérer une très forte communauté sur les réseaux sociaux, lui permettant ainsi de vivre de ses dessins. Elle revient sur ses débuts, notamment sur le fameux blog Crayon d'humeur qui l'a rendu populaire, ainsi que sur ses premières publications en édition, pour ensuite plonger dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la dépression postpartum, ainsi que sa nouvelle bande dessinée, j'ai nommé La Remplaçante. Dans cette discussion croisée, Matou et Madeleine vous racontent leurs accouchements, leur expérience du postpartum, leur début dans la parentalité et les sentiments difficiles qu'elles ont pu ressentir au début de leur maternité. Attention, c'est une discussion très intime. Par la suite, Matou nous en dit un peu plus sur le processus de création de sa nouvelle bande dessinée, comment sur le texte d'une autre, elle a réussi à exprimer son propre vécu et en quoi revivre ses émotions et libérer la parole sur ce sujet lui ont permis d'avancer sur son propre chemin. Mais aussi de sujets divers et variés, comme le sentiment d'imposture qu'on peut ressentir dans une carrière quand on n'a pas fait, entre guillemets, de vraies études artistiques, de la magie et des challenges liés à sa relation aux réseaux sociaux, de l'envie de faire péter cette image feel good qui lui colle à la peau, ainsi que du respect des droits d'auteur. On raconte même 2-3 anecdotes complètement random et assez amusantes à ce sujet, vous allez voir. Alors sans plus tarder, je vous laisse écouter ma discussion avec Matou et Madeleine. Bonne écoute. En tout cas, on est super ravis de pouvoir discuter avec toi ce soir, parce qu'il est le soir aujourd'hui. Ouais.
On est chacun dans notre pièce. C'est vrai? Ouais. Donc Mathilde, bienvenue sur Sens Créatif. Très très content de discuter avec toi. Et aujourd'hui accompagnée de ma chère et tendre, Madeleine. Hello. Voilà, on est chacun dans une pièce différente. Ouais. Et voilà, on est super content de pouvoir discuter avec toi, non seulement parce qu'on aime beaucoup ton travail, et aussi parce que tu viens de sortir une formidable bande dessinée que tu nous as envoyée. C'était la galère pour la choper, il a fallu l'envoyer 2 fois. On dirait que tu as besoin d'éternuer, Jérémy. Non. Non, Ah, pardon. J'avais l'impression que ça commence bien, c'est le podcast en couple, tu sais. Genre. Ma chérie, je pense que tu as une crotte de nez qui dépasse. Ah, aussi, Ouais, tu nous as envoyé ta BD. Oui. Parce que Madeleine, je vais vous laisser peut-être toutes les deux vous présenter pour un petit peu, pour que les auditeurs aussi captent pourquoi vous êtes, pourquoi Madeleine aussi tu le fais avec moi aujourd'hui. Tu veux commencer, Madeleine? Je vais faire quoi? Je vais me présenter, moi. Ouais. Donc, Madeleine, j'ai lancé il y a 1 an et demi un compte Instagram sur le thème du postpartum, de l'après-accouchement, parce que je trouvais que c'était un sujet très peu abordé sur les réseaux sociaux. Depuis en 1 an et demi maintenant, ça se démocratise déjà plus. Mais à l'époque, donc moi j'ai accouché il y a 3 ans. Et donc c'est 1 an et demi plus tard, un petit peu moins avant un peu les 1 an et demi de Félix, que je me suis dit j'en ai marre de voir que des trucs en anglais et moi j'ai plein de choses à dire en fait et allez j'essaye, je me lance. Et du coup je me suis lancée, puis visiblement il y avait plein de gens qui se sont dit que c'était une bonne idée d'en parler, ça a fait du bien, donc moi je suis hyper contente de libérer la parole sur le sujet, d'apporter des nuances parce que ça peut être un peu cliché parfois l'image qu'on a aussi du postpartum. Enfin moi je n'avais aucune image parce que par exemple je ne connaissais pas le concept du postpartum, c'est-à-dire ni le nom quand j'ai accouché, le terme postpartum je connaissais pas et le concept de l'après-accouchement. Enfin pour moi il y avait le bébé puis voilà quoi. Enfin je veux dire je pensais pas qu'il y avait une période qu'on dit aussi 4e trimestre. Ou bien après la matrescence, voilà, j'avais aucune conscience qu'il y avait un enjeu sur moi et ce que je vivrais. Je pensais que tout serait centré sur le bébé et d'ailleurs je me disais vu que le bébé sera là et qu'il est très désiré, ce sera le bonheur absolu quoi. Voilà. Non, mais c'est marrant parce que moi aussi, moi non plus, je savais même pas que ça existait. Ah ouais. Alors que, pourtant, je suis assez surprise que, tu vois, il y a 3 ans, Félix, il a 3 ans, là? Ouais, il a tout pile. Dans quelques jours, ouais. Ouais, je trouve ça dingue qu'il y a 3 ans non plus, tu n'aies pas été informé de ça. Alors que pour moi, c'est quelque chose qui est arrivé, mais finalement pas tant que ça, en fait. En fait, c'est hyper récent parce que donc, j'ai accouché en juin 2018. Le livre Le Mois d'Or, qui est un concept, il y a déjà des livres en anglais dessus, The First 40 Days. Voilà, ça existe depuis longtemps. Il est sorti en 2018. Je crois que c'était courant de l'été 2018. D'accord. Et Clémentine Sarlat du podcast La Matrescence, elle a commencé en 2019. Donc, c'est vraiment tout récent, quoi. Enfin, je dirais là que ça se démocratise, en tout cas. Donc, aujourd'hui, on va parler de postpartum. Les auditeurs, vous l'aurez compris. Et donc, Madeleine, elle a créé le compte Postpartum Ta Mère. Je ne sais pas si tu l'as dit. Non, c'est vrai, ouais, ça s'appelle Postpartum Ta Mère, le compte Instagram. Et Matou, qui est donc illustratrice, autrice de BD. Est-ce que Matou, je t'appelle Mathilde, Matou, on fait comment? Voilà, tu m'appelles comme tu veux, mais il n'y a plus que mon père qui m'appelle Mathilde. C'est donc d'accord. Bon, Matou. Est-ce que tu pourrais brièvement te présenter et aussi répondre à la question que je pose toujours à mes invités en début de podcast. Qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin? Alors, il faut que je me présente. Je commence par... Ouais. On reviendra évidemment en long, en large, en travers sur le postpartum, la bande dessinée, oui, parce que c'est le sujet de cet épisode, évidemment. Mais reprenons un petit peu la chronologie au début. Ouais, est-ce que tu peux brièvement te présenter et puis qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin?
Donc effectivement, donc je m'appelle Mathilde, mais mon surnom et mon nom d'autrice c'est Matou. Et de fait, c'est devenu un peu mon surnom dans la vie de tous les jours. Je suis angevine, j'ai 37 ans et je suis illustratrice et autrice de BD. J'ai commencé par le blog. J'ai commencé à faire des petits dessins sur le blog et ensuite après j'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir éditer mes dessins et de pouvoir aborder des sujets qui me tenaient à cœur comme les peurs, la grossophobie et plus récemment le postpartum. Ouais. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce qui me fait lever le matin mon enfant parce que il faut l'emmener à l'école. C'est clair. Ça te motive à sortir du lit, l'enfant, ou ça t'oblige à sortir du lit? Ça m'oblige à sortir du lit. Ce qui me motive, c'est que je sais qu'une fois dans la journée, il y a un moment où qui va être fun, qui en général est quand même lié au dessin, faut quand même l'avouer. Donc ça va être je vais avoir des trucs chouettes à faire, mais tu vois, aujourd'hui, ce qui m'a permis de me lever ce matin, c'est que je devais aller voir une copine toute l'après-midi pour l'aider à empaqueter des colis. Donc bon, voilà, rien à voir avec le dessin. Et puis de savoir que j'allais papoter avec vous ce soir. Donc voilà, tu vois, ça dépend, mais c'est toujours autour de la création finalement. Ouais, absolument, ouais, carrément. Madeleine, c'est grâce à Madeleine que j'ai découvert ton travail, et grâce à une ancienne collègue de Madeleine qu'on salue, Sabine Coulon. Bonjour Sabine. Voilà, Sabine. On t'envoie des bisous. Et c'était avec la Fabrique Rouge, déjà du temps de la Fabrique Rouge, donc ça remonte un tout petit peu. Et donc on avait même une de tes cartes sur notre frigo, c'était likez-vous les uns les autres, on l'avait sur notre. Ah oui, tu avais fait pour Sabine, je crois, pour Sabine, la nouvelle année, ouais. Voilà. Ouais, pour sa boîte à l'époque. Et donc flash forward 2021, donc à la base la Fabrique Rouge, graphisme, on a vu avec l'illustration et tout au début, et puis aujourd'hui t'es cette illustratrice, autrice de bande dessinée super famous, super suivie, super prolifique. Du coup, j'aimerais bien savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? What happened, tu vois? Je veux bien que quelqu'un m'explique parce que moi-même je sais pas trop. Si, je sais que c'est les réseaux sociaux en fait, les réseaux sociaux, c'est à double tranchant, mais ça peut être assez magique entre guillemets sur la création d'une communauté, d'un groupe qui se fédère autour d'un travail. Et ça, c'est moi, c'est la chance que j'ai eue. Moi, ce qu'il faut dire, c'est qu'à la base, j'ai jamais fait d'école de dessin. Moi, mes parents m'avaient dit que le dessin c'était bien, mais le mercredi après-midi, quoi. Mais en faire un boulot pour toute la vie, compliqué. Donc, moi, j'ai suivi vraiment la voie classique de la bonne élève, en tout cas de l'aînée d'une famille. T'as fait quoi comme études, du coup? J'ai fait prépa et Hippocagne, et puis j'ai fait Sciences Po à Aix-en-Provence. Et j'ai fini par un master de marketing politique qui normalement destine les étudiants à être assistants parlementaires ou travailler dans des cabinets politiques. Punaise, rien à voir. Il paraît qu'on fait des boucles dans la vie, donc ce serait intéressant de voir si un jour tu vas faire une boucle entre le dessin et la politique, je sais pas. Oui, je pense que je vais finir présidente de la République. On votera pour toi, c'est sûr. Non, je pense pas. Mais oui, donc j'ai vraiment un parcours qui ne. Après, c'est ce que je disais, ce que je repense récemment. Je me dis, est-ce que si j'avais fait une école d'art ou classique, est-ce que ça aurait pas vraiment joué encore plus fort sur mon syndrome de l'imposteur et que je me serais jamais lancée, j'aurais jamais osé en fait finalement sauter le pas. Parce que là, l'avantage, c'est que je faisais un métier. C'était somme toute de plus classique dans la journée, et le soir je dessinais, je faisais des petits dessins, puis je postais sur mon blog. C'était tout pourri, mais bon, il y avait que mes parents qui regardaient, mes amis, je racontais ma vie, c'était pas, il y avait pas du tout cette volonté de parler aux gens. Il y avait juste une volonté de juste raconter des trucs rigolos, puis on en parlait après au repas de famille en disant ah oui, il y avait ton dessin là-dessus, alors ça s'est passé comment? Enfin voilà, c'était vraiment une sorte de le blog dans toute son essence, c'est-à-dire journal personnel, voilà. Et puis il y a eu un tournant, un moment où moi en fait l'avantage c'est que comme je trouvais que c'était pas ma compétence principale, le dessin, ça l'est devenu malgré moi, mais je veux dire je me sentais pas bonne dessinatrice. Bon, je mettais toujours du texte, j'avais toujours je me disais il faut faire passer un message, faut dire des choses, etc. Et donc en fait c'est
c'est toujours ce duo entre texte et dessin où finalement des fois le texte prenait autant de place que le dessin, où j'arrive pas à juste faire un dessin comme ça. Il faut que je dise quelque chose, il faut qu'il y ait un objectif, il faut qu'il y ait un but, il faut qu'il y ait voilà. Ouais, et communiquer quelque chose, la communication. Exactement. Et d'échanger finalement. Enfin, ça a créé finalement peut-être plus d'échanges que ce que je pensais, et ce qui a conduit à la création d'une communauté qui m'a donné après l'opportunité d'être éditée et qui me donne l'opportunité aujourd'hui aussi de pouvoir aborder les sujets que je veux dans mes BD ou dans mes partenariats, quoi. Donc c'est vraiment chouette. Parce que quand j'ai été un petit peu préparer l'interview, j'ai vu que tu avais commencé ton blog, il me semble, en 2007, puis je pense que le dernier date de 2018, donc c'est clair que ça fait un paquet de dessins sur ton blog, et donc du coup c'est ces dessins-là qui ont ensuite été édités ou Exactement. Enfin, en partie, c'est-à-dire qu'en fait, en 2015, il y avait une maison d'édition, comment elle s'appelle déjà, je ne sais plus, qui m'a contacté, je sais plus, qui m'avait contacté pour éditer mes livres et, mes dessins, pardon. Et moi, j'avais pensé à ça. Franchement, c'était vraiment un truc que j'avais pas vraiment en tête. Et mais en fait, elles m'ont dit, mais oui, on voudrait en faire un petit recueil de toutes les illustrations rigolotes que vous avez fait et tout. Et je dis, bah ouais, super et tout. Et en fait, ils m'ont rappelé 2 semaines après en me disant finalement ça passera pas dans notre planning, ça sortira que dans 2 ans, on va réfléchir, on vous rappelle et tout. Et là j'ai fait non, c'est bête parce que moi on m'a fait voir un peu ce que ça pourrait être d'éditer un livre, donc maintenant qu'on m'a donné cette idée, je veux le faire. Et donc j'ai fait un appel aux éditeurs en disant voilà, si vous voulez m'éditer, allez-y. Et donc j'ai été contactée par une petite maison d'édition super qui s'appelle Popcorn, Monsieur Popcorn, qui était basé à Paris, qui a été racheté depuis, mais qui était tenu par 2 types un peu fous, super rigolos, super marrants, dont c'était pas du tout le métier principal, et qui avait vraiment comme volonté de faire des contrats respectueux des auteurs avec des droits vraiment sympathiques. Des droits d'auteur, en tout cas un pourcentage de droits, et voilà, et donc je suis partie avec eux, j'ai signé avec eux, et c'était une super expérience. Et le livre, le recueil des dessins a tout de suite hyper bien marché. J'en ai fait un autre dans la foulée, et puis après j'ai pas arrêté, quoi. Génial. Et je me suis posé la question en voyant un peu les sujets justement de tes livres, dont tu mentionnais les peurs, la grossophobie. Et donc aujourd'hui, le post-partage, je me demandais, est-ce que au fur et à mesure du temps, c'était un processus pour exorciser justement un petit peu des choses très très existentielles en soi, ça très parce que tu sais, ton univers il est très justement joyeux. Je sais aussi que parfois le terme feel good par moment ça peut un peu saouler, tu sais, genre on peut un petit peu t'enfermer dans cette petite case. Mais tes illustrations sont elles sont ce qu'elles sont, elles sont pleines de vie, elles sont joyeuses, elles donnent la patate, elles sont. Et je me demandais justement, est-ce que c'était un contrepoint, tu sais, de traiter à travers ta voix d'auteur, à travers tes livres, de ces sujets plus graves? Complètement. Je pense vraiment que en fait le fait de faire des petites blagues tous les jours sur les réseaux sociaux me permet d'en faire moins dans les livres. Ou alors de faire des blagues avec un peu plus entouré d'un peu plus de sérieux, ou je sais pas. En tout cas, mon objectif depuis le départ, c'est de dire cette phrase là, dans la vie on fait un peu ce qu'on peut et c'est déjà pas si mal, et de fait je l'applique un peu à tout et à toutes les pressions qui pèsent sur nous les femmes. Je suis désolée, mais il y a quand même plus de pression sur la réussite sur les femmes en tant que mère, en tant que professionnelle, en tant que femme. Il faut être parfait, il faut être opérationnelle et performante dans tout. Et c'est pas possible. Et donc c'est toujours d'appuyer sur le fait que moi je suis bardée d'angoisse et de peur, et j'ai quand même réussi à faire des choses, j'arrive à me lever le matin, j'arrive à faire des trucs, ça m'angoisse mais je le fais. Le rapport au corps et à la grossophobie, ça c'est hyper important de pouvoir en parler aussi, parce que le rapport au corps c'est quand même quelque chose qui nous définit toutes, et on a toutes des complexes, toutes des problèmes. Je connais pas très peu de monde, en tout cas, qui sont parfaitement à l'aise dans leur corps, donc je trouvais ça aussi important d'aborder ce sujet. C'est ce que et dans tous mes dessins qui sont
à la base rigolo, j'ai toujours abordé aussi le rapport, la relation avec ma fille et dans la maternité. Et donc je trouvais ça intéressant avec le texte que m'avait proposé Sophie sur la remplaçante de pouvoir aborder aussi ces premiers mois, parce que moi j'étais très démunie au tout début et j'ai l'impression que dans tous les dessins où je parle de mon amour pour ma fille et de son amour pour moi, j'essaye de rattraper les 6 premiers mois où j'avais vraiment l'impression d'être devant un espèce d'être humain que je n'avais pas vraiment envie ni conscience que ce soit ma fille, que j'aimais pas et que j'arrivais pas à créer du lien. Donc j'ai l'impression que je me rattrape, j'essaie de me rattraper en disant non mais maintenant je t'aime, t'inquiète pas, et une espèce de culpabilité à la con que j'avais envie aussi d'exorciser dans la remplaçante. Ah ouais. Et c'est tellement important d'ouvrir la parole à ce sujet. Ouais, après voilà, donc c'est toujours compliqué quand, je sais pas ce que t'en penses Madeleine, mais quand tu as apporté quelque chose, tu as aidé les gens sur un sujet, après c'est compliqué parce que je trouve que c'est vraiment très prétentieux de dire oui, je pense que c'est nécessaire d'aborder ce sujet comme tu l'as fait. Bon voilà, tu t'envoies des fleurs à toi-même, je trouve ça un peu complexe. Mais moi j'ai la chance, comme j'ai une scénariste sur ce projet-là, de pouvoir parler c'est pas ton histoire, mais tu t'y retrouves dedans, mais c'est pas. Tout à fait. Quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté, parce que je lui ai dit, t'as écrit les mots, t'as écrit ce que j'aurais voulu dire moi sur mon accouchement et sur mon postpartum. Donc en fait, et je suis méga fière, mais je suis tellement fière d'avoir fait ce projet-là. Je peux le dire parce que comme je suis pas toute seule dessus, c'est plus facile. Et je suis super fière qu'elle ait pensé à moi, qu'elle m'ait proposé ce texte, parce que je suis hyper fière de me poser un petit caillou, même si c'est un tout petit, même si de me poser un petit caillou sur l'autel du postpartum et dire voilà, j'ai participé, j'ai mis ma pierre quoi. Moi c'est comme ça que je le vis aussi avec mon compte Instagram, c'est de me dire que je participe en fait à ça. Je suis super heureuse de participer à changer les mentalités. À libérer la parole et qu'il y ait moins de tabous. Mais c'est clair que j'aurais pas non plus la prétention de quoi que ce soit. Mais elle savait, Sophie, quand elle t'a contactée, que t'étais sensible au sujet. Vous vous connaissiez déjà un peu avant ou... Alors, on s'était rencontrés dans un salon du livre à Montaigu, en Vendée, qui est un salon où il y a énormément d'auteurs de toute la France entière qui viennent, parce que c'est un salon très populaire où il y a beaucoup de gens, beaucoup de public, et il y a vraiment des temps assez longs où on peut se rencontrer en tant entre auteurs, donc c'est assez sympa. Et on s'était rencontrés là, on avait pris un petit déj, mais je l'ai trouvé super sympa, mais on n'avait pas forcément parlé de maternité, même si c'est le sujet de prédilection de Sophie, mais je me souviens pas qu'on en ait parlé plus que ça. Et moi, en fait, ce qu'elle dit elle de ça, c'est qu'elle avait compris à travers mes dessins qu'il y avait un truc pas réglé quoi. C'est vrai, elle l'avait senti. Ouais, mais elle avait senti quoi? C'est que dans mes textes, je disais souvent, même si au début ça n'a pas été facile, si j'ai toujours voulu te rendre un peu. C'est jamais anodin, Ouais, tu vois, c'est des petites phrases, voilà. Elle avait les antennes, elle arrivait à lire entre les lignes. Celles qui savent, quoi. Exactement. Mais oui, et puis je pense que Sophie, elle le dit très bien, elle adore, elle adore. C'est une des premières questions qu'elle va poser quand elle va rencontrer des mères, c'est alors comment s'est passé votre accouchement, voilà, c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup, elle est très connectée à ces sujets-là, elle a besoin d'échanger, elle a besoin de témoigner aussi de son histoire pour aider les autres. Enfin, donc voilà, il y avait, je pense aussi cette sensibilité-là à ce sujet qui a fait aussi que elle me l'a pas proposé comme ça sans y avoir bien réfléchi et en ayant pensé que éventuellement ça pourrait me toucher quoi. Et toi dans ton parcours de maternité, est-ce qu'il y a des choses sur ton chemin, je sais pas moi, on entend souvent, enfin tout au long de la BD, il y a un peu le personnage écoute, tu vois, des podcasts ou la radio, et ou un prospectus qui donne un peu des infos sur le postpartum. Est-ce que toi, il y a eu des choses un peu sur ton chemin qui t'ont aidé à comprendre ce que tu avais vécu, ou des personnes, comment tu t'es rendu compte, comment t'as mis des mots sur ce que tu vivais?
Alors moi, je pense que j'ai mis des mots très tard parce que ma fille a 9 ans aujourd'hui, donc moi, ça fait presque 10 ans toute cette histoire-là. Ouais. Et donc en fait, c'est très loin. C'était pas du tout quelque chose qui était abordé. J'en veux beaucoup à la sage-femme du CHUC qui m'a suivie en préparation à l'accouchement parce que bon. Enfin, je veux dire, c'est vraiment l'incompétence pure. Et je n'ai pas, personne m'a rien dit. Ma mère m'a dit que c'était super, j'allais voir que c'était super. Moi, j'étais vraiment centrée sur un autre sujet. Qui m'inquiétait psychologiquement, c'était le fait que j'étais belle-mère avant d'être mère, moi. C'est-à-dire que mon amoureux, il avait déjà une fille qui avait 3 ans quand on s'est rencontrés, on s'est mis ensemble avec Johan, et on avait cette idée, si nous on fait un enfant, faudrait qu'il arrive pas trop tard, etc. Parce que faudrait qu'il y ait pas trop de différence d'âge entre les 2 enfants, ça serait chouette quand même qu'il y ait cette relation de fratrie qui se mette en place, etc. Puis moi j'avais lu des choses sur les belles-mères. J'avais lu que en fait ça crée un équilibre en fait. En fait on n'est plus quand il y a un enfant qui naît dans le nouveau couple recomposé. Finalement ça crée un équilibre et la belle-mère n'est plus qu'un parent n'est plus seulement un parent aléatoire, la meuf du père quoi, c'est la mère de la sœur, la demi-sœur, mais moi je dis sœur voilà. Donc voilà, c'était ça qui m'importait. Psychologiquement, j'étais hyper déboussolée du fait que mon mec avait déjà vécu tout ce que moi j'étais en train de vivre, qu'on vivait pas ces trucs-là pour tous les deux pour la première fois. Ça je peux comprendre. La première écho, ces trucs-là, donc j'étais vraiment centrée là-dessus. Ça me perturbait beaucoup. J'étais allée voir la psy du CHU pour ça, en me disant mais je comprends pas, je devrais être le centre du monde et je suis pas le centre du monde parce qu'il y a sa fille et que il est pas avec moi. Donc j'avais vraiment alors qu'en fait en vrai il était avec moi, mais bon les hormones, tout ça. Ouais, mais il découvrait pas avec toi, même s'il découvrait avec toi quand même. Oui. Et puis finalement, Salomé, donc sa fille, avait 7 ans quand Louise est née. Donc en fait, il revivait. Il m'a toujours dit, mais moi, je revis. Ça faisait 7 ans, c'est pas la même maman, c'est pas la même histoire. Je revis quand même plein de choses nouvelles. Mais moi, j'arrivais pas à le croire. Donc tu vois, en fait, c'était tout ça qui qui m'avait angoissé toute ma grossesse. Et donc je pensais que la naissance de Louise, de fait, allait rééquilibrer toute la famille, allait tout recaler et que tout allait bien et que voilà. Donc voilà. Mais pas du tout. Mais pas du tout, mais pas la famille, parce que bon, effectivement, ça a rééquilibré des choses et c'était chouette et voilà, et j'étais super contente de cette petite sœur pour Salomé. Enfin voilà, ça c'était vraiment chouette, ça a rééquilibré. C'est vrai que je suis devenue la mère de sa sœur et ça c'est vrai que c'est que psychologiquement ou dans l'équilibre de la famille ça joue et c'est important. Par contre, j'avais pas du tout anticipé que effectivement il y avait ce 4e trimestre. Moi, on m'en a jamais parlé. Moi, on m'a appris à respirer pour accoucher, puis au final j'ai une césarienne. Donc franchement, moi on m'a rien. C'est n'importe quoi la prépa à l'accouchement. Non mais c'est un décalage complet avec la réalité. Non, mais je rigole, mais je suis tout à fait d'accord parce que je l'ai vécu avec toi aussi, ma chérie. Enfin, je veux dire différemment, mais en effet, on n'était pas, nous, en tant que parents, on n'était pas préparés non plus, quoi. Bah oui. En fait, on te prépare techniquement à un truc qui est tellement basé sur des émotions que en fait on te dit pas techniquement il va se passer ça, oui, mais par contre tu seras potentiellement dans cet état psychologique là et ça on te le dit pas. Ça et en fait moi on m'a dit une césarienne, tant pis. Je fais pourquoi tant pis? Enfin, qui disait ça après pendant l'accouchement ou après? Alors ça c'est la sage-femme qui est venue me voir en suite de couche. Elle m'a dit tant pis, la petite va bien, c'est l'essentiel. Oh là là, et hyper culpabilisant. Oui, non mais toi t'as une cicatrice de 20 cm sur le bide et on te dit tant pis, ta gueule. Enfin vers le ventre, c'est hyper violent la césarienne. Oui, c'est clair. Et puis ma fille, elle arrivait pas à moi j'avais toi t'as eu une césarienne ou pas, Madeleine? Non. Et donc en fait quand t'as une césarienne en gros t'es alité
on te met des espèces de bas de contention qui te serrent les jambes, un truc de fou. Ah ouais. Moi, ils m'ont essayé plein de tailles parce qu'ils voulaient que ça serre encore plus pour éviter les risques de phlébite. Voilà, merci. Et puis j'avais aussi ma perf que j'ai gardée longtemps et donc je pouvais pas me lever. On m'interdisait un peu de me lever. Et il y avait mon bébé à côté dans son berceau, sans son père parce que bien sûr il était 21h donc il fallait qu'il se casse parce que tu comprends une mère se regarde toute seule. Ça, je trouve ça débile, ça m'énerve. Ouais, c'est clair. Ah non, mais alors ça, c'est le choc de ma vie, franchement. C'est moche pour nous aussi, quoi. Mais oui, tu sais, dans tout ce que tu demandes, là, tous les trucs que tu demandes, quand tu dis que le père soit présent tout le temps, et moi, c'est ma demande numéro 1, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est pas compliqué quand même de laisser. Bah, en fait, parce que tu te prépares. Nous, on a fait toute la prépa à l'accouchement à 2 avec une sage-femme en libéral, donc on faisait toutes les séances à 2, et moi, j'ai dit, pour moi, ce qui est important, c'est que ce bébé, on l'a à 2, quoi. Enfin, moi, je fais pas ça toute seule, quoi. C'était hyper important, j'étais flippée toute seule et alors du coup j'ai accouché le soir en plus et bon bah 21h 22h au revoir monsieur. Comment ça t'as pas pu rester dans la chambre le soir? Non. Ah, je me souviens, j'avais l'impression d'errer dans les rues. Lui, il retrouvait plus le chemin de la maison. Ouais, je me suis plus ou moins perdu et j'étais genre, punaise, je suis perdu, je viens de devenir papa, ça craint et tout. Qu'est-ce s'il m'arrive un truc? Madeleine, t'es tellement aussi sous les émotions. Tu te rends compte de la débilité du truc, c'est-à-dire que tu viens de devenir papa et 1 heure après on te dit bah rentrez chez vous, tu peux même pas rester avec ta mère. Franchement c'est dur. Ah ouais, et puis bon, je veux dire nous, enfin pour Madeleine, la nuit qui a suivi, elle avait été horrible et moi si j'avais pu rester, ça aurait été totalement différent. Moi je comprends pas, pour moi c'est un non-sens. C'est celle qui a accouché, donc ou bien césarienne ou voix basse, c'est comme une opération. Enfin, c'est quelque chose de très difficile. Bah, t'es en convalescence, donc on te met pas avec un nouveau-né qui a plein de besoins et on t'enferme dans la même chambre. Enfin, en fait, je me suis retrouvée dans cette situation. J'ai dit, mais c'est pas une situation normale que je suis en train de vivre. Ça vraiment, je me suis vraiment sentiment très fort de, mais pourquoi le bébé il est avec moi là? Enfin. Parce que bah voilà, moi ça me faisait plutôt flipper de me dire je suis pas en capacité de me lever là, de m'occuper de lui. Dès que je me levais, j'avais plein de sang qui coulait partout par terre et tout. Oh, c'était horrible. Ah ouais non, franchement, Et toi Matou, du coup, à quel moment t'as pu mettre des mots sur le postpartum, parce qu'on parle, le terme se démocratise depuis un bon 2 ans là, mais toi tu disais voilà que t'es devenue maman il y a un peu moins de 10 ans et que tu connaissais pas le terme non plus à ce moment-là. À quel moment est-ce que t'as pu mettre des mots sur le postpartum et sur ce qui t'était arrivé? Moi, j'ai mis des mots très rapidement, mais pas le mot postpartum. C'est-à-dire que j'ai fait un dessin, je pense, 3 semaines après avoir accouché, qui disait, on m'a dit que j'avais pas vraiment accouché, parce qu'il y a une meuf. Une puère qui m'a dit à 4h du mat, une nuit où j'étais toute seule et que mon bébé pleurait et que je pouvais pas me lever et que j'avais pas de lait, qui m'a dit, bah, de toute façon, vous avez pas vraiment accouché, donc vous aurez pas de lait. Mais c'est horrible. Parce que tu avais fait une césarienne. Ouais, parce que j'avais une césarienne et donc j'avais pas vraiment accouché, vu qu'en fait on m'avait découpé le bide pour enlever mon enfant. Ça va, j'ai pas poussé, donc j'ai pas accouché. Non mais. Et cette phrase-là, c'est la phrase que je raconte. Enfin, je veux dire que je raconte. C'est la phrase qui, pour moi, donc j'appelais pas ça une postpartum, c'est pas une dépression, mais ça c'était la base, c'était le mot qui m'a fait sombrer. Ouais. Vraiment basculer. Ouais, parce que vous n'avez pas vraiment accouché. Donc en fait, j'ai échoué sur mon accouchement. Ouais. Tu vois. Donc, et là, du coup, l'illégitimité totale, quoi. Mais oui, alors que déjà moi, ma questionnement, je faisais un enfant pour être la mère. Légitime. Enfin, pour être légitime dans le couple, dans la famille. Oui, bien sûr. Et que moi j'étais dans cette réflexion de dire je vais être mère, ça y est, on va plus pouvoir me dire, même si Yoann me le disait pas, mais ce que je veux dire c'est que avant, quand t'as un enfant un week-end sur 2 ou une semaine sur 2, tu peux pas vraiment dire des trucs parce que genre je suis pas mère, donc je peux pas vraiment trop savoir ce que c'est d'avoir un enfant et de donner un avis et de fait je me disais quand je serais mère, je pourrais dire je pourrais dire ce que j'en pense, même si je disais avant parce que bon j'ai jamais vraiment hésité quand même, mais bon et puis je saurais ce que c'est qu'avoir un enfant, donc je pourrais comprendre, etc. Et en fait on me dit qu'en fait j'ai pas bien fait et que en fait je suis pas vraiment mère. Vas-y, rattrape, essaye de t'en sortir avec ça. Et en fait, ça a appuyé là où il fallait pas, quoi.
Ah ouais. Et cette phrase-là, c'est bizarrement, elle m'a fait réagir quand même parce que j'ai demandé une autre personne et j'ai demandé un tire-lait et j'ai tiré sur mes 2 seins toute la nuit à pleine balle. Alors qu'elle m'avait dit, alors vous mettez sur puissance 2 maximum et puis une demi-heure sur chaque sein. Moi j'étais là. Et j'ai eu du lait le lendemain et j'ai pu allaiter, très peu de temps, 2 mois parce que j'étais fatiguée, que j'avais peu de lait. Et bon après c'est voilà, il fallait que j'accepte ça, et que ça appuyait sur le fait que c'est même pas une bonne mère parce que t'arrives pas à l'allaiter plus de 2 mois. Mais bon, voilà. Et donc moi j'ai un peu galéré avec ça. Et je l'ai travaillé un peu en psy aussi, ça, de fait de me dire est-ce que je suis une bonne mère, etc. Puis maintenant maintenant franchement, je sais que je suis pas une mère parfaite, mais je suis pas une mauvaise mère. Donc je me dis de fait il y a un équilibre. Et est-ce que pardon, tu voulais dire quelque chose, Madeleine? Oui, non, je veux juste dire que en fait c'est moi ce que je vois aussi. Hein, Félix il a juste 3 ans, mais en fait je vois que c'est un processus assez long. Tout à fait. Est-ce que tu veux dire de ouais. Excuse-moi, Jérémy, vas-y. Non, enfin, on peut finir la boucle peut-être sur Madeleine. Moi, je partais. Non, mais je disais c'est un processus long, de se sentir mère, de s'accepter, enfin, de comprendre ce que ça veut dire, de se sentir légitime, de comprendre ce qu'on a vécu après l'accouchement, parce qu'en fait c'est une période où on est fatigué, il y a plein de choses, on va dire pratiques, logistiques à faire, et on se prend un tas d'émotions dans la figure, plus le changement de statut, quoi. C'est un vrai changement de statut, et ce qui fait que on digère ça sur des années en fait. Et j'imagine que en fait les pères c'est pareil, enfin c'est vrai, hein, Jérémy le voit aussi, hein, c'est pareil, mais c'est vrai que c'est pas pareil parce que l'expérience est pas la même, mais je pense, ça dépend des histoires, mais moins violent en fait le départ pour les pères, mais il n'empêche qu'ils ont une vraie patrescence aussi, quoi. Oui, je pense que c'est vraiment vrai, surtout que j'ai l'impression que Jérémy t'es un peu sur le même modèle qu'Yoann, c'est-à-dire vraiment des pères qui se posent des questions, qui veulent bien faire, qui ont le souci vraiment de prendre leur place de père. Oui. Un tout petit peu de questions, un tout petit peu. Quelques-unes. Voilà. J'ai l'impression beaucoup, mais bon. mais voilà, mais j'ai l'impression qu'on leur pardonne plus. C'est-à-dire que oui, totalement, c'est clair. Eux, ils ont le droit de pas être légitimes entre guillemets, parce que c'est un peu. On l'a pas porté, donc du coup, c'est normal si on sait pas, par exemple. Ouais, voilà, c'est ça. Puis l'histoire, quoi. Enfin, c'est la place des pères. En fait, le père, il en fait un minimum, c'est waouh, parce que historiquement, les pères étaient pas hyper impliqués jusque-là, donc. Je me souviens quand mais quand je me baladais en porte-bébé avec Félix, les gens c'est genre waouh, enfin tu sais genre mais en fait c'est pas normal, enfin je veux dire c'est juste normal en fait de me balader avec mon fils en porte-bébé. C'est pas normal que vous me regardiez genre beau gosse, je suis genre non les gars là c'est juste je suis papa quoi, c'est normal. Ouais, c'est clair. Mais je pense que c'est important de dire aux femmes que ça prend du temps et que c'est pas grave et que et qu'en fait on a le droit de pas aimer son enfant tout de suite et que c'est pas grave, qu'on n'est pas obligé d'être dans ce rapport magique. Et ça c'est vraiment un vrai tabou, tu as raison, et qu'on a le droit d'aimer des enfants que quand ils parlent, des enfants grands, parce que les pères ont le droit de dire moi les enfants c'est clair. Voilà, mais par contre quand ils commencent à échanger, j'aime bien. Moi je suis un peu sur le même modèle, mais comme je suis une femme, moi je suis pareil aussi. Correct. Moi je surkiffe ma fille maintenant, enfin depuis quelques années quand même, mais je trouve ça vraiment génial de pouvoir avoir une conversation avec la personne qui est sortie de mon bide. Je trouve ça vachement plus fun que de lui essuyer sa couche. Désolée, pardon. Le sentiment de solitude quand tu vis tout seul et en même temps il y a un autre être qui est là mais qui communique pas avec toi. Enfin, tu comprends rien et t'es perdu. Carrément. Moi, je disais à Yoann, je peux pas l'aimer. Elle me dit pas qu'elle m'aime. Je sais pas réciproque. Je vais pas. C'est vrai, hein. Je sais pas. Tu te sens hyper, je sais pas, et c'est dur égoïste. d'être. Ah oui, carrément. Puis alors, avec la culpabilité que ça t'implique. C'est ça. C'est ça. Mais c'est dur d'être honnête, tu sais, de s'autoriser à se dire, genre, je crois que même là, j'ai du mal à le dire, genre, j'aime pas mon enfant. Ça, c'est juste. Mais je pense que c'est d'être honnête qui est hyper dur, en fait. Enfin, c'est de moi rapide. Enfin. Dès que Félix il est né, j'ai eu l'amour vraiment très fort tout de suite, mais donc on le pose sur moi et en fait en moi je me disais mais toi tu souffriras jamais de ta vie, je vais te donner tout ce que tu as besoin, je serai toujours là pour toi, je vais te combler et tout, enfin vraiment un gros truc.
Sauf que j'ai pas tenu 24 heures. Enfin, c'est-à-dire que tout de suite, j'ai vu derrière que je l'aimais pas inconditionnellement et que j'en avais déjà marre. Et ça a été hyper dur pour moi de vivre ce paradoxe, en fait, en très peu de temps. Et donc d'être hyper déçue de moi-même, de me dire mais je suis pas du tout à la hauteur et je suis pas faite pour être mère, en fait. Alors que j'avais eu cette vague d'amour au début, mais très vite, et toute à la maternité, j'ai fait que des cauchemars où je l'abandonnais. Enfin, c'était affreux. Hein. Ouais. T'aurais su qu'il y avait des nuances dans la maternité et dans l'amour. Tu aurais su ça avant. Ah bah ouais. Tu aurais dit bon bah voilà c'est. Oui, ça aurait tellement tout changé. Ouais. Mais oui. Mais voilà. Ça. Parce que moi, je l'aime absolument, ma fille, mais des fois, je la déteste. Mais je l'aime. Et en fait, même maintenant, je dis, je l'ai pas aimée jusqu'à ces 6 mois, mais maintenant, je l'aime, hein, tu vois, pour, frappez pas, ne jetez pas en place publique, c'est bon, maintenant, je l'aime. Alors que, voilà, non, on a... on ne devrait pas avoir à le justifier. Mais c'est en ça que ta bande dessinée, elle est formidable parce que ça met vraiment des mots et ça démocratise ce sujet qui peut être super complexe. Et moi, je n'ai pas vécu une dépression postpartum. Je pense même que quand Madeleine vivait sa dépression postpartum, ni elle ni moi, on avait le vocabulaire, ni la grammaire, ni la grille de lecture pour comprendre ce qui se passait. Donc, moi, j'étais démuni. Mais maintenant que genre Madeleine, elle est à fond sur le sujet comme on le sait. Et donc du coup, de par le fait que je vis avec Madeleine, je suis sensibilisé évidemment au sujet. Et quand j'ai lu ta bande dessinée, La Remplaçante, j'ai dit à Madeleine, en fait, c'est vraiment, j'ai pas vécu ce que tu as vécu, mais de tout ce que tu me racontes et de tout ce que j'ai vu et de tout ce que tu as exprimé, j'ai vraiment ressenti ce désarroi, cette culpabilité, ce genre. Et puis c'est juste super parce que ça ouvre encore plus la parole, ça la rend accessible et. Pardon, vas-y Matou. Ouais, non, mais je trouve que c'est ça qui était intéressant dans le scénario de Sophie, c'est qu'il y avait beaucoup de discours intérieurs. On avait vraiment sa confrontation entre ce qu'elle pensait vraiment et puis après ce qu'elle disait soit à la sage-femme, genre vous avez mal. Je souffre, que si tu veux, je vais mourir. Et puis elle disait, oui, j'ai mal, un peu. En fait, c'est que le contraste entre ce qu'on va vraiment dire dans la vraie vie et puis ce qu'on pense vraiment. Et ça, je trouvais ça hyper important. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment génial parce que ça permet il y a beaucoup de femmes, de fait, qui nous ont dit, ah ben voilà, moi j'ai pensé ça, j'ai pensé pareil, mais j'ai pas osé, etc. Et le fait et c'est ça qui, à mon avis, participe à cette démocratisation, parce que, encore une fois, aussi, c'est une BD, donc c'est plus accessible. Je trouve que ça, c'est vraiment intéressant. C'est plus accessible qu'un essai ou qui sont très utiles tout pareil, mais je veux dire ça permet d'avoir une porte d'accès vraiment facile pour percevoir ce qui pourrait être et trouver des clés de réponse à ce qu'on a ressenti si on a accouché ou à ce qui pourrait être ressenti si on n'a pas encore d'enfant ou qu'on est enceinte, etc. Donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le scénario et qui a été ma principale pression graphique, c'était d'essayer de faire ressentir dans les expressions, de retranscrire des postures, cette fatigue, c'est de la fatigue et en même temps c'est une espèce de distance par rapport au monde, quoi, vraiment qu'elle a en disant je ne suis pas là, quoi, je n'appartiens pas à ce monde, je suis dans un espèce d'entre-deux flou. Et l'herbe. Ouais, voilà. Ça devait être un défi de représenter ça, parce que c'est vrai que c'est la particularité de cette période, c'est vraiment, comme tu dis, le décalage entre toute ta vie intérieure, mais qui est lié au tabou, parce qu'en vrai, on se sent pas libre de dire les choses comme dans une autre période de vie, ce qu'on ressent, à cause aussi de l'image de la nouvelle mère et tout ça, ce qu'on pense qu'on est censé renvoyer, et ce qui est affiché vraiment, et c'est vrai que ça c'est pour ça qu'elle fait tellement de bien cette BD, c'est que on peut voir les deux, quoi, ensemble. Tu l'as ressenti comment, toi, Madou, la lecture? Matou ou Madou? Madou, toi, ma chérie. Parce que t'as dit Madeleine jusque-là, donc. Ouais, et puis là je suis passé à Madou. Madou, non mais Madou. J'ai trouvé que c'était hyper représentatif. Moi, je me suis complètement retrouvée dedans. J'ai trouvé que c'était très réaliste et que c'était une première de voir ça, et puis moi je suis assez friande des
des BD, enfin un roman graphique, tout ça, je suis pas une grande lectrice de livres, je dois avouer, juste parce que j'ai du mal et d'autant plus depuis que je suis mère. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Et puis voilà, avec les images en plus, ouais, on voit les expressions de visage et puis de voir tellement de thèmes abordés comme la relation aux professionnels de santé, la relation de couple aussi où on est un peu sur, on vit des choses différemment. Et ouais. Hey, j'interromps quelques secondes cet épisode car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si c'est le cas, pourquoi ne pas venir en discuter sur le Discord Sens Créatif qui est gratuit et ouvert à tous. Vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en vous abonnant sur Patreon. Ça m'aiderait énormément. Et ainsi, vous deviendrez membre du Patate Club, histoire d'accéder à des tonnes de bonus. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien présent dans la description de l'épisode ou attendez la fin. Un ou une membre du Patate Club vous expliquera tout. Allez, retour à l'épisode. Ah oui, et pour toi, Matou, il y a le fait aussi que dans le scénario de Sophie, le personnage principal, j'ai oublié son prénom. Marquetta, voilà. Marquetta, voilà, avec un K. Elle s'est aussi mise en couple avec un gars qui avait déjà des enfants, comme toi. Et il me semble que Sophie aussi. Donc du coup, voilà, c'est vraiment... ça a dû faire écho avec ton... Tu en as parlé avant, mais faire écho avec ton... Bien sûr. Vécu. Ouais, je pense que c'était. Ça devait être un processus de guérison un petit peu de faire cette BD, je sais pas. Ah, complètement, mais complètement. Et là, moi, ça a été très douloureux. Hein. Enfin, je veux dire, c'est douloureux. Comment t'as vécu l'illustration de cette bande dessinée, le processus? Alors en fait déjà moi techniquement c'était la première fois que je travaillais uniquement en numérique sur ma Cintiq que j'ai acquise sur la fin de mon travail avec Mademoiselle Caroline avec laquelle j'ai fait mon livre sur notre BD sur la grossophonie qui est sorti en septembre 2020 et donc l'été je suis allée chez Caro parce qu'il fallait qu'on fasse des photos. Enfin voilà, on s'est dit on va quand même fêter notre BD, la fin de notre travail. Et elle travaillait sur Cintiq et puis moi j'étais là non mais moi j'arriverai jamais, je suis pas voilà. Et donc elle me présente sa grosse Cintiq, elle me dit essaye, je te laisse 2 heures, vas-y essaye. Et je suis sortie des 2 heures en disant ok je vais en acheter une dès que je rentre à la maison. Et je trouvais ça super chouette. Mais en même temps c'était quand même, enfin vraiment je l'ai acheté au 1er septembre. Je suis arrivée à mon bureau et puis il fallait que je fasse désormais tout sur la Cintiq parce qu'il fallait vraiment que je m'y mette complètement. Et donc j'ai commencé la remplaçante en septembre à faire le storyboard et tout sur la Cintiq. Ah ouais, d'accord. Donc et les éditeurs me disaient alors combien de temps ça va te prendre, etc. Je leur dis je ne sais pas parce que c'est la première fois que je le fais en tout numérique, donc je n'ai pas de recul sur mon temps de création, mon temps de travail, etc. Donc ça a été vraiment assez particulier pour moi. Et j'ai commencé en fin octobre, début novembre à faire les premières planches définitives, donc sur la base d'un storyboard qu'on avait validé ensemble avec Sophie, sur laquelle elle était d'accord parce que je voulais pas que ça déforme trop son scénario. Donc voilà, on a travaillé ensemble sur un storyboard qui était une étape de validation qui me laissait un peu après moi libre champ sur mes illustrations. Enfin libre champ en finale, je lui envoyais à chaque fois que je faisais une planche parce que ça m'intéressait d'avoir ses retours. Donc bon, ça a été vraiment un travail d'équipe. Et donc j'ai commencé les premières planches. J'ai vu qu'à peu près je faisais une planche, c'est-à-dire 2 pages. Enfin, une planche de 2 pages en 3 jours. Et j'ai divisé. Il fallait que je rende les planches le 19 mars. J'ai divisé j'ai fait un petit calcul, le nombre de planches qui me restait à faire par le nombre de jours qui me restait de travail. Et j'ai fait, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Et en fait, en janvier, j'ai réalisé, si je m'en souviens très bien, c'était la veille, genre le 3 janvier, je sais pas quoi, j'ai commencé à diviser vraiment. Je fais ce calcul-là en janvier. Avant, j'étais un peu, je me disais, oh, c'est bon, j'ai le temps. Et en fait, je me suis dit, là, il faut que j'accepte plus rien, je peux plus rien prendre d'autre, il faut que je travaille que là-dessus jusqu'au 19 mars si je veux rendre les planches à l'heure, quoi. Et en plus, j'aurais très bien pu dire, je vais avoir 3 semaines de retard, etc. C'est tout à fait possible. Mais là, en fait, c'était pour la sortie, on était déjà hyper tendax sur les plannings pour sortir pour début mai. Et si ça sortait en septembre, là encore, pression des commerciaux, des éditeurs, etc. Si ça sort en septembre, ça sort avec toute la clique des nouveautés. C'était trop tard. Enfin, et puis moi, en plus, je sors toujours un agenda chez le même éditeur, First, en septembre. Et en termes de com,
enfin en termes de discours, moi je me voyais pas parler d'un remplaçant qui était pour moi un sujet important, voilà, et acheter mon agenda à côté, quoi. Là, oh là là, moi je le fais pas ça. Et donc le 19 mars c'était ça ou rien, quoi. Donc je savais que cette date là elle était pas décalable, enfin c'est pas français décalable, mais vous m'avez compris. Et donc j'ai vraiment travaillé pas nuit mais soirée et jour là-dessus, dessus, week-end compris. Donc j'ai vraiment posé mon ordi et ma synthique chez moi à la maison. En plus c'était confinement, donc c'était très bien. Et ça m'a pris du temps de fait à la lâcher. Parce que en fait, je me suis rendu compte que je revivais mon propre postpartum aussi, que à travers les expressions de Marketa, moi j'allais chercher, je pense, dans mes sentiments, mais voilà ce que j'avais ressenti dans mon postpartum, et au final il m'a fallu du temps pour lâcher prise aussi derrière ça. Oui. Donc non seulement entre guillemets t'en as chié, si je peux dire ça comme ça, techniquement, mais émotionnellement ça devait aussi être une sorte de raz-de-marée d'un peu revivre voilà, c'est ça. Mais ça a été vraiment un plaisir de dompter cette synthique, et enfin voilà, j'ai vraiment aimé ça artistiquement, enfin je veux dire de chercher un trait différent, de pousser certains, surtout que j'avais cette pression aussi artistique, enfin je veux dire au niveau du dessin proprement dit, il fallait pas qu'on me dise que les bébés étaient mal dessinés, que les postures étaient pas réalistes, parce que je voulais pas que de fait on me dise ah ouais le propos ok mais voilà c'est pas crédible, parce que je voulais pas du tout que le propos de Sophie soit discrédité ou soit diminué ou soit moins fort parce que on allait m'attaquer sur le fait qu'on pouvait pas allaiter avec une posture comme ça, ou que le bébé il était trop petit, etc. Oh là là. Ouais bah c'est une BD, ça va quoi. Oh. Oui, mais bon. Et y a des gens qui ont pinaillé. Je suis juste non, franchement, j'ai pas eu de retour encore sur ce sujet. Mais First, ils m'ont envoyé, comme l'avantage aussi d'être chez un éditeur de livres pratiques, ils m'ont envoyé tout ce qu'ils avaient sur les sujets. Et donc j'ai eu toutes les descriptions des postures d'allaitement, puis j'ai cherché un peu des postures sur des sites de sages-femmes, voilà, parce que ça vraiment c'était important. Et au début, dans tout mon storyboard, j'ai fait des grosses erreurs de posture, de type un bébé par exemple le papa il prenait le bébé puis il le levait en l'air alors qu'il avait 3 semaines, et on me disait non, un bébé à 3 semaines tu lui tiens bien la tête, tu balances pas n'importe comment. Et je me suis dit bah oui bien sûr, mais voilà il fallait moi je voulais comme quoi ça nécessite de se replonger vraiment effectivement dans ah oui c'est ça, c'est maintenant t'es incollable Matou. Ah bah alors là, pas de souci. C'est comme si tu l'avais revécu, quoi. Bon, bah oui, c'est ça en fait. J'ai revécu. C'était thérapeutique au final, j'imagine à la fin. Tu te sens comment maintenant? Enfin, je veux dire que c'est terminé. Ça a été un peu compliqué après parce qu'en fait, j'avais reporté des choses sur lesquelles que j'avais validé, que j'avais confirmé avec soit mon agent sur l'illustration, soit d'autres projets en cours et tout. Et donc j'avais commencé à dire bon je rendrai les planches le 19, on fait ça le 22. Puis rapidement je me suis dit non, en fait le 22 ça va pas être possible, il va me falloir un peu plus de temps pour retomber. Ouais. Et ça a été compliqué de fait à faire accepter aux gens avec lesquels je travaillais que je serais pas disponible finalement dès le 22, mais plutôt à partir du 1er avril, voire du 15 avril. Puis maintenant, en fait, j'ai décidé, j'arrête de travailler jusqu'au 1er septembre. Donc voilà. Genre, depuis la sortie de la BD, pas de boulot, juste la promo du bouquin, en parler, etc. Non, parce qu'en fait, j'ai quand même dû faire le Joyeux Journal 2022, puisqu'en fait, tous ces supports-là se créent longtemps à l'avance, parce que le Joyeux Journal et les agendas janvier 2022 sortent fin août, début septembre 2021, enfin de l'année d'avant. Donc en fait, il faut les finir. Donc je savais que de toute façon, il y avait des choses que je pouvais pas ne pas faire. Donc le Joyeux Journal est terminé, 2022 est terminé. Là, je suis en train de finir le calendrier. J'ai fait un puzzle. Enfin, j'ai fait 3 semaines intensives. Enfin, j'ai fait trois semaines de pause, 3 semaines intensives. Et maintenant là, je travaille plus qu'à mi-temps. Tu digères. Ouais, voilà. Et puis là, j'ai besoin en fait c'est depuis 2016. Je sais que c'est hyper prétentieux de dire ça. Enfin, c'est un côté très comment dire.
j'ai l'impression de faire ma bourgeoise créative, mais depuis 2016 j'ai jamais arrêté. À chaque fois que je commençais un projet, je finissais un projet, je recommençais un autre. J'avais jamais l'impression de me poser, de me dire là il faut que je me pose, il faut que je retrouve des nouvelles idées, il faut que j'écrive des trucs après une balade, enfin en ayant fait une journée de rien. Et j'ai jamais eu de journée de rien depuis très longtemps. Wow. Donc voilà, j'ai la chance de pouvoir m'offrir ça parce que on touche le droit d'auteur en juillet et que je me suis dit bon bah je vais tenir sur juin, juillet, août, septembre comme ça. Mais j'ai aussi l'impression que du coup personnellement pour toi, tu fais une méga boucle, enfin narrativement dans ton histoire, parce que tu disais tout à l'heure que sur ton blog Crayon d'humeur à l'époque, tu parlais déjà de ta fille et aussi de ce que tu avais vécu, etc. Et puis après, et que tu faisais aussi ces petits dessins aussi pour te rattraper aussi de ce que tu avais ressenti quand tu es devenue maman et de tous ces sentiments paradoxaux, etc. Le paradoxal, je sais pas comment faut dire. Bref, puis après, tu as fait tes bouquins, genre sur les peurs, la grossophobie, les autres aussi, et qui t'ont petit à petit... Moi, j'ai l'impression je me trompe peut-être, hein, mais de voir un peu comme Voyage au centre de la Terre, quoi, une couche d'oignon, et puis de plus en plus aller plus profondément. Et c'est comme si, en traitant ce sujet du postpartum, c'est comme si tu bouclais 10 ans, tu sais, genre, et hop, c'est bon, je peux comprendre que tu as besoin de moi pour redescendre, quoi, parce que ça doit être intense à vivre. Ouais, c'est très juste ce que tu dis. Ouais, c'est bien parce que tu vois, j'avais pas pensé à cette. 90 €. Merci, monsieur. Non, mais c'est vrai que quand on est dedans, on a encore moins le recul, hein, j'avoue. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours cette dualité créative entre voilà ces dessins un peu mainstream, un peu qui plaisent au plus grand nombre, et d'essayer d'aborder des sujets qui sont moins populaires ou plus tabous, ou voilà, et avec plus des sérieux, dessins plus sérieux, avec des dessins dit rigolo, dit feel good, dit simple, dit voilà, où il y a des couleurs très franches, ou voilà, et donc voilà, je suis souvent un peu pas critiquée, mais voilà, je suis cataloguée surtout comme cette petite la mignonne petite dame là qui fait des petits dessins rigolos, qui parle de ses enfants, et donc c'est toujours et je me bats toujours entre ça qui m'a fait connaître et dont je suis quand même hyper contente, et puis avec lesquels j'essaie de faire passer toujours des messages derrière, hein, c'est jamais anodin, et cette volonté aussi d'aborder des sujets plus de toujours, en fait, d'être toujours dans cette idée de dire voilà, on fait ce qu'on peut et c'est pas si mal, quoi, et d'être toujours dans casser des clichés, casser toutes ces images de femmes parfaites là qu'on devrait être. Ça me saoule. Et c'est voilà, ça me poussera toujours à creuser des nouveaux sujets, quoi. Mais lesquels, je ne sais pas encore. Ouais. Mais de toute façon, tu me parles de dualité, mais personne n'est toujours joyeux et genre feel good ou totalement genre angoissé et genre enfin voilà, je veux dire, on est des personnes entières et complexes, et donc moi je trouve ça hyper chouette que tu arrives au sein d'une même carrière et pour des projets, des clients différents, d'apporter des touches différentes, des émotions différentes, et être payé pour des choses différentes, quoi, et d'avoir pu développer comme ça une voix personnelle, ton travail d'auteur. J'imagine que c'est super important, enfin pour toi, et voilà, c'est. Mais bon, c'est vrai que je peux comprendre le tiraillement. Tu disais un petit peu genre les gens qui te cataloguent. Ouais. Non, mais je sais pas, est-ce que tu peux t'exprimer là-dessus? Ouais, enfin genre justement sur ton style et genre parce qu'on voit clairement que tu abordes plein de choses, donc bon. En fait, je pense que c'est mon impostrice, c'est ma remplaçante, voilà, j'aimerais être être remplacée par une autrice qui assume ce qu'elle est, qu'elle n'ait pas fait de dessin, enfin qu'elle n'ait pas fait d'école de dessin, qu'elle n'ait pas une technique irréprochable, qu'elle sait pas forcément être très douée en perspective, que en fait moi ce que j'ai, c'est un message à faire passer, et puis je le fais passer en dessin parce que depuis toute petite je dessine, alors pas forcément toujours bien, mais comme je dessine tous les jours, au bout d'un moment j'arrive quand même à arriver à faire une main, un pied, voilà, et
j'aurais toujours cette posture de oui, bah je suis désolée, pardon, de m'excuser un peu, de pas être une vraie dessinatrice, quoi. Et ce sentiment-là, il est vraiment très propre à moi, hein. Je veux dire, voilà, je reproche, personne m'a dit, enfin, je veux dire, bon, si, après, j'ai les critiques de Canal BD ou, enfin, voilà, toutes ces puristes BDistes. Ah ouais, c'est vrai. Oui, bien sûr. J'aurais jamais mon bac avec eux d'illustratrice, mais c'est pas très grave. C'est pas, enfin, au final, c'est pas très grave. Je sais que c'est pas très grave, mais à chaque fois, je me dis, mais bordel, laissez-nous. Enfin, j'ai vraiment toujours l'impression de m'excuser un peu d'exister en me disant, oui, je suis vraiment désolée. Je sais que j'ai pas fait, que je suis pas tout forcément complètement légitime et que j'ai dit des conneries parce que moi j'ai commencé à dessiner, j'avais 25 piges dans mon blog et aujourd'hui je ne dirais pas la même chose et je ne dirais pas aimez-vous, c'est génial, il faut vous aimer, c'est important. Non, pas du tout, on a le droit de pas s'aimer. Voilà, il y a plein de discours comme ça sur lesquels j'ai énormément évolué parce que j'ai grandi, que j'ai mûri et j'ai appris de mes expériences. Et donc voilà, on a l'impression que que mon blog c'est un fil Twitter qu'on viendra me rappeler à chaque fois en disant de toute façon elle a dit ça, donc de toute façon elle peut pas être légitime. Bon bah voilà. Bah ouais. On peut suivre ton évolution en tant que personne, c'est intéressant en soi, quoi. Genre, personne n'est figé dans l'histoire, dans le temps. Ouais, non, mais je t'avoue que moi, c'est ce que j'apprécie chez d'autres, donc je peux comprendre ce que tu me dis. Ça n'empêchera pas de moi de l'avoir toujours un peu en tête, tu vois, un truc un peu, voilà, négatif que je pourrais penser. Après, il y a aussi, à l'inverse, on disait, c'est au tout début de tes questions, je te disais, ouais, c'est vraiment la magie des réseaux sociaux parce que il y a, voilà, cette capacité à créer une communauté et de fédérer des gens. Et moi aussi, aujourd'hui, on va me reprocher quand je vais faire un dessin un peu plus triste ou qui va aborder un sujet, on va me dire c'est pas drôle votre dessin aujourd'hui, ou ça manque de couleur, ou voilà. Ah ouais, non, mais si, hein. Bon, essentiellement sur Facebook, mais on voit bien la différence de public entre Facebook et Instagram aussi, hein. Ça, je pourrais en parler des heures de ça. Mais globalement, voilà, il y a aussi, je me dis, alors attends, faut que je continue à dire bonne journée, alors que voilà. Enfin, je sais pas. Je suis des fois un peu. Mais allons-y, parlons-en d'Instagram. En plus, Madeleine, qui a créé le compte Instagram Postpartum ta mère, et qui, voilà, c'est aussi, il y a aussi un truc autour de la communauté, les attentes de la communauté, ou ce que Madeleine voudrait partager, ou ce que parfois on placarde. Madou, t'as déjà eu des personnes qui te disent, faut pas dire ça comme si, ça c'est pas précis. Moi, je suis pas trop sur Facebook, mais j'ai quand même créé un compte dernièrement Facebook où mes publications Instagram sont sur Facebook. Ça prend pas du tout sur Facebook. Non, mais je parlais d'Instagram, moi. Oui, non, mais c'est pour dire, c'est pour dire qu'en fait, sur Instagram, t'as le droit de dire beaucoup plus de choses. J'ai l'impression, alors que sur Facebook, on dirait que c'est plus le lieu où t'entretiens quand même le tabou et l'illusion. De la vie parfaite. Voilà, c'est ça, avec l'album photo de famille. Voici, en fait. Et j'ai l'impression que sur Instagram, il y a un peu plus ce côté, si je peux dire, politique, revendicateur, militant, qui est pas du tout bienvenu en fait sur Facebook, ouais. Tout à fait. Ouais. Et justement, comment vous gérez toutes les deux, parce que vous avez des grosses communautés, comment vous gérez justement ce rapport aux fans, entre guillemets, aux attentes, aux gens qui vous lisent, parce que c'est un gros sujet, les réseaux sociaux, les communautés sur tout ça, Instagram. Moi, j'ai très vite pris une community manager pour acheter du temps, en fait. Je l'ai payé pour qu'elle réponde à ma place et que moi, j'ai du temps de création, de gagner plus de temps de création. Parce que, au bout d'un moment, ça me prenait trop de temps et surtout, moi, je voulais absolument répondre à tout le monde. Je voulais pas qu'une question reste dans le vide. Je voulais que chacun ait sa réponse, et donc il y avait des gens qui me demandaient où on trouve vos livres, où est-ce que nous pouvons trouver vos livres, et je répondais à cette question. Aujourd'hui, je me dis putain, mais il y a Google, bordel. Je sais pas. Google est ton ami. Oui, c'est ça. Et en fait, maintenant, bon, j'ai quand même, je commence un peu à avoir un petit peu d'intelligence, enfin, pas de choses, en tout cas d'expérience sur le sujet, et donc effectivement, ma community manager au début, elle répondait que tous les 3 jours, et moi j'étais stressée.
angoissée en disant mon Dieu, il y a des gens, ils vont attendre 2 jours avant d'avoir une réponse. Et donc voilà, moi j'étais au début, j'étais vraiment dessus. J'aurais été, mais je passais mon temps dessus. Moi, je passe encore 7 heures. Je sais plus que les rapports d'Instagram, là, ça fait peur. Moi, mes rapports Instagram me font peur. Ouais. Ça prend un temps énorme. Hein. Enfin, la gestion des messages privés ou des commentaires, c'est énorme. Hein. Moi, je trouve que c'est ça. Les commentaires, je réponds vraiment de moins en moins. Ouais. Et donc, je vais plutôt répondre aux messages privés. Ouais. De fait, je vais le faire plusieurs fois par jour pour pas me retrouver le soir avec trop de choses à faire. Et quand je sens que mon corps réagit bizarrement quand je ouvre Instagram et que je vois 30 messages non lus. Ouais. Je le pose et je dis je verrai ça demain. Ouais. Mais de temps en temps, t'as pas envie de t'en foutre un peu? Genre, moi, j'entendais une fois Gemma Correll, je sais pas si tu vois quelle illustratrice, Matou. Gemma Correll, c'est une anglaise. Bon, bref, elle est très très suivie. Et puis elle disait que elle postait sur Instagram et puis pouf, elle fermait et elle rangeait le téléphone. Genre, elle est très anxieuse, vraiment très 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 anxieuse. Et elle dit qu'elle n'arrive pas à gérer. Moi, personnellement, quand Madeleine elle me parle de postpartum ta mère ou des messages en retard qu'elle a ou elle ouvre, elle dit j'ai 40 messages. Enfin, moi je dis moi je peux pas. Et je sais pas, toi t'es suivi par un peu moins de 120 000 personnes, je crois. Madeleine postpartum ta mère, c'est un peu moins de 30 000 personnes. Mentalement, je sais pas comment vous faites. Et pourtant tout le monde, tu sais, dans les métiers d'image aussi, il y a un peu peut-être cette illusion, qui n'est peut-être pas qu'une illusion d'ailleurs, je veux dire, quand tu as une grosse communauté, ça te permet de faire avancer des choses pour toi, mais en même temps, il y a le revers de la médaille où c'est chronophage et où, on peut avoir des drôles de rapports avec les réseaux sociaux. Moi, je trouve, maintenant, je fais des pauses Instagram où je désinstalle l'application de mon téléphone. Ouais. Je veux dire, j'appuie sur la croix et après, pendant quelques heures, je suis fébrile physiquement. Hein. Je sens que je suis angoissée, je suis pas bien. Et quand je la réouvre une semaine après, que je la réinstalle une semaine après, je me rends bien compte que j'ai rien loupé, qu'il s'est rien passé. Ça fait du bien de le voir. Ouais. Mais pour autant, après, on devient vite addict. Et il y a ça, le burn-out militant. Je sais pas si Madeleine t'en a entendu parler, mais typiquement, je pense que c'est un burn-out militant des réseaux sociaux. Enfin, globalement, en fait, c'est tout un sujet. C'est les comptes militants sur Instagram qui sont harcelés. Mais je pense que Madeleine, c'est vraiment typiquement toi, ça pourrait t'arriver parce que c'est effectivement des sujets qui peuvent être. Elle t'aborde quand même des sujets qui peuvent être polémiques et donc qui impliquent des fois des commentaires, des rageux, des gens qui font venir là pour essayer. Ouais, j'ai de la chance, j'ai encore jamais eu ça. Ouais, ça. T'as déjà eu des gens qui sont pas contents. Oui. Bon, pas beaucoup, mais de temps en temps des personnes qui pinaillent justement. Ouais. Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait c'est un contenu gratuit. Enfin, je veux dire, c'est ça qui ça me dépasse, c'est qu'en fait c'est une information, c'est vraiment de l'altruisme presque, pur quoi. C'est-à-dire que tu crées un compte en disant je vais donner des informations, je vais aider les gens, je vais les informer sur le sujet, et les gens disent ah ouais mais alors là on dit pas postpartum, vous avez oublié le tiret, le point. T'es là, tu fais putain. En fait, bizarrement. Je suis pas comme ça sur les restes des choses de ma vie, mais en fait avec ce compte c'est tellement mes tripes et je l'ai tellement fait exactement c'est vraiment moi pur et du coup bizarrement parce que peut-être que ça pourrait vraiment me déranger les remarques, il y a peu de choses qui m'atteignent. C'est très bizarre parce que du coup en fait je suis un peu genre vous me prenez comme ça ou pas, et comme je suis pas comme ça dans le reste de ma vie je crois que pour moi c'est vraiment mon sas. C'est vraiment mon sas où je m'exprime c'est vrai, et ça fait beaucoup de bien d'ailleurs. Ah ouais, pour moi c'est hyper thérapeutique, ça me fait énormément de bien, et j'ai lâché au bout d'un moment de répondre à tout le monde. C'était l'été dernier. Alors par contre j'essaye au maximum, mais je suis quand même quelqu'un de très fatigué, un peu tout le temps. et du coup, ça demande une telle énergie.
et que du coup, j'arrive pas à répondre à tout le monde. Et puis souvent, c'est un peu lourd parfois les messages, et donc en fait, ça me demande encore plus d'énergie, de répondre. Après, ce qui est vraiment tout ce qui est urgent, besoin d'aide, etc. Du coup, je redirige très rapidement. Je réponds toujours immédiatement quand je vois. Mais après, voilà, il y a des choses, je laisse, et quand j'ai lancé ce compte Instagram, moi aussi j'étais une utilisatrice qui avait pas de communauté, etc. à la base, et je trouvais ça insupportable ceux qui répondaient pas, ou juste un cœur, ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est comme ça. Je le fais aussi ici ou là. Mais je m'en veux pas, je me culpabilise pas, parce que je sais tout ce que je produis, je sais tout ce que je donne, je sais que je suis au max, parce que j'ai un autre job à temps, je suis à 80% salarié ailleurs, et donc je me dis c'est déjà énorme tout ce que je fais, en plus de ma famille et tout, donc voilà. C'est marrant parce que tu pourrais vraiment être dans l'inverse, parce que quand tu donnes tellement de choses que tu pourrais justement être très sensible à la moindre petite remarque, parce que c'est vraiment toi. Enfin, genre c'est toute, c'est tellement d'émotions que tu donnes que de fait. Mais je crois que je trouve ça bien ce que je fais. Tu vois, c'est le truc dans ma vie où vraiment je me dis mais je trouve ça bien. Enfin, c'est ce que j'aurais voulu lire. C'est ce que j'aurais voulu. Et en fait, le compte que tu aurais voulu avoir quand tu es devenue maman. Ouais, et en ça, je sens que j'ai un sentiment d'accomplissement. Et par contre, non, le seul truc qui m'énerve, c'est quand je vois des choses reprises qui viennent de moi. Ça, par contre, c'est. Oui, j'ai vu récemment. Voilà. C'est un sujet. Ça peut effectivement me mettre vraiment en boule. Ça, c'est dur, parce que comme tu sais que tout vient de toi, tes tripes, c'est très compliqué de le voir réutilisé, réapproprié, quoi. C'est surtout que moi j'ai toujours ça avec les dessins qui sont repiqués, revolés tout le temps, donc je vois très bien ce que tu veux dire, et je comprends très bien, parce que effectivement c'est un contenu gratuit, enfin que tu produis, t'es pas payé pour ça, c'est un travail que tu produis pour aider les autres, et quand les autres sont même pas juste capables de dire j'ai trouvé que c'était super pertinent. C'est ça. En fait, c'est pas plus compliqué. Enfin, je veux dire, on voit vraiment que les gens, ils veulent juste des gens, et ils ont dit tiens, ce post a bien marché, il y a eu tant de likes. Moi j'ai besoin là parce que ma communauté faiblit. Et là tu te dis, mais je comprends pas, parce qu'en fait ça va te perdre au bout d'un moment. Enfin, je veux dire, c'est pas c'est pas la solution. Et en fait, au final, t'as tout intérêt à dire, surtout. Moi, je parle aussi dans la communauté des illustratrices, etc., à dire, j'ai adoré ce post d'un tel, j'adore le travail de nanan. Voilà, tu le cites, quoi. C'est clair. Parce que en plus, on a besoin de soutien de nos pairs. Enfin, tu vois, des gens qui sont autour de nous, quoi. Moi, je trouve ça bien de citer quelqu'un d'autre, ou si quelqu'un me cite, moi, je trouve ça très bien, parce que ça n'empêche pas la personne de faire un post en parlant du même sujet que moi. Je veux dire, j'ai pas la. Et Matou, quand tu dis que tu as aussi eu ça, tes images copiées, etc., mais tu veux dire genre quelqu'un qui fait exactement comme toi et qui dit la même chose, ou ton dessin repris et qui t'est pas mentionné? Alors, j'ai eu les deux. Ah ouais. J'ai eu les deux. Le plus que j'ai quand même globalement, c'est des gens qui vont, parce que j'ai quand même fait beaucoup de posts que j'appelais les posts du lundi ou les posts du vendredi, qui disaient grosso modo bonne journée ou bon week-end, avec des dessins différents, etc. Donc voilà. Et donc c'est des dessins qui sont typiquement repris par beaucoup de sites, type une esthéticienne qui va dire bon week-end, pensez à votre demi-jambe, voilà, prenez rendez-vous, quoi. Et des gens qui mettent leur gros logo à la place de mon nom, qui gomment, tu vois, sur Paint vaguement les textes que j'ai écrits, et qui rajoutent leurs propres textes. Enfin bon, et puis alors des gens qui vont utiliser mon dessin et qui vont pas me citer. Mais comme il y a ma signature, tu vois, ils partent du principe que ils m'ont cité, puisqu'ils ont pas enlevé la signature. Je suis merci bien, c'est déjà la base, en fait. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Mais en fait, il faut me citer, parce que derrière, en fait, les gens ils te citent pas, donc ils renvoient pas vers ta page, et donc ils gardent la communauté chez eux. C'est ça l'objectif de beaucoup de comptes qui vont utiliser des contenus de X 1000 illustratrices, donc ils se retrouvent avec un dessin de Pénélope, un dessin de Margot, un dessin de Matou, un dessin de Lucille, et puis ils créent comme ça des contenus où les gens disent c'est exactement ça qui m'arrive avec mes enfants, ouais exactement, et là t'es fait putain, c'est bon dessin. Et les gens ils comprennent pas, ils disent mais je comprends pas, je vous fais de la pub, mais d'où ça tu me fais de la pub, en fait, parce que en fait tu prends mon contenu
effectivement est un contenu gratuit, mais qui n'est pas libre de droit. Voilà. Et donc moi maintenant, j'envoie un message, je mets en commentaire: bonjour, vous utilisez mon dessin sans autorisation, merci de me transmettre votre adresse postale pour l'envoi de la facture. C'est vrai, tu dis ça? Bah oui. Alors là, et les gens réagissent comment? Alors il y a une meuf dernièrement, elle avait utilisé mes dessins, elle les avait imprimés sur des bracelets qu'elle vendait. Et là, je lui ai dit... on s'en a fait qu'un tour et je lui ai envoyé un avocat. Non, avocat. Mais non, mais j'ai envoyé un petit message en disant oui, je fais part j'ai envoyé les photos à mon avocat, j'ai pas d'avocat, hein, mais voilà. J'envoie à mon avocat. Enfin bon, je fais un peu la meuf qui a... Ah ouais, moi je rigolais, mais t'as vraiment fait ça en fait? Ah ouais, d'accord. Moi, mais j'ai pas de vrai avocat pour la vraie vie. Mais j'envoie en disant, mon avocat est prévenu, on vous envoie un courrier, merci de vous envoyer le lettre postale, etc. Et la meuf, elle était paniquée en face. Ah ouais. Oh, mais je comprends. Mais enfin, paniquée et en même temps, ça me saoule parce qu'elle a, oh, mais c'est une petite entreprise, je suis vraiment désolée, j'ai trouvé votre image sur Google, je savais pas. Bah si, en fait, tu devrais savoir, en fait. C'est ça qui me dépasse. Et moi, ça me dépasse les gens qui comprennent pas que un dessin publié sur Internet, s'il est pas vendu sur Shutterstock, c'est que, ou un autre site, c'est qu'il n'est pas libre de droit. C'est ça qui, les gens, ils pensent que Google Images, c'est gratos. Et voilà, c'est chiant. Moi, une petite anecdote à ce sujet-là que Madeleine connaît, mais c'est qu'il y a un peu moins de 10 ans, quand je débutais vraiment à dessiner, j'étais même pas encore illustrateur vraiment à cette époque-là, mais je m'essayais. Je faisais des petits dessins mignons et compagnie. J'en avais fait un avec 2 petits oiseaux qui se faisaient un bisou. Et en fait, ils se sont retrouvés. J'habitais en Angleterre à l'époque. Ils se sont retrouvés sur un t-shirt vendu au marché noir à Londres. Et en fait, c'est une nana qui bosse dans l'illustration qui m'avait envoyé une photo en disant « T'es au courant ?» Elle me montre le t-shirt. Et en fait, l'histoire qui est assez marrante, c'est que je suis moi-même allé à Londres pour acheter mon propre t-shirt. Comment il s'appelle ce marché là de nouveau? Mais non, c'est pas Camden Town. On aurait cru que c'était Camden, mais c'était pas. J'étais avec un pote, on a dû faire on a un peu joué au détective et j'ai un peu joué à l'imbécile parce qu'à un moment donné, j'ai trouvé le petit. Mais tu sais, c'est genre plein de petits revendeurs qui vendent tous exactement la même chose. C'est pas la boutique, tu sais. Et je disais. Je me souviens, c'est vraiment l'anecdote, hein, c'est genre on fait une divergence du sujet, mais je prends le t-shirt et je dis cool, c'est un nouveau modèle, oui. Je dis vous savez qui c'est qui l'a fait? Non, ça vient de sortir il y a pas longtemps. Je fais ok, d'accord. Bon, ça coûte combien? Je trouvais que ça coûtait pas très cher pour mon dessin. Bon, tu m'étonneras, c'est du marché noir, hein, tu sais. Et je trouve assez drôle de raconter cette anecdote là. Et puis du coup moi je faisais un peu mon enquête et j'étais genre est-ce que donc ça coûte autant, je sais plus, c'était peut-être 15 pounds. Et puis je suis genre est-ce que je peux avoir un reçu? Et ils me disent non, désolé, il y a pas de reçu. Je fais ok, d'accord. Est-ce que je peux avoir un petit sac? Je me disais il y aura peut-être les informations, tu sais, Et du coup, il me fait ouais, bien sûr. Et puis il me ramène un sac blanc, tu sais, avec rien dessus. Et du coup, je suis reparti comme un con avec mon propre ma propre contrefaçon de mon propre t-shirt. Et puis après, par la suite, on m'avait dit en fait, c'est super dur de remonter ce type de. Mais du coup, je peux dire, tu sais, genre copier depuis 2010, tu sais. Enfin, c'était marrant parce qu'il y avait des faux Obey et des Nike, enfin des faux trucs, tu sais, et puis le mien. Et je me souviens, j'avais dit, est-ce que vous avez un modèle on m'a parlé avec 2 oiseaux. Et oui, celui-là. Et j'étais genre, Bon, bref, voilà, c'est ma petite histoire. Ouais, mais c'est dingue que tu puisses pas le faire. Moi, j'ai aussi un dessin imprimé sur une boîte de tomates cerises à La Réunion. Qu'est-ce que je ne peux c'est vrai. Il faudrait voir une photo de ça, c'est génial. J'ai aussi des bodys qui ont été vendus sur Amazon avec mes dessins. Et mon agent, à l'époque, elle avait juste réussi à faire retirer le produit, mais on n'a jamais eu de fric, ni de compensation, ni d'excuses publiques, ou ce que tu veux, rien que dalle. C'était quoi? C'était qui? C'était aussi un petit truc, genre non officiel, ou c'était? Ah oui,
oui, c'est des boutiques sur Amazon. Donc en fait, j'ai appris à ce jour-là qu'en fait n'importe qui peut devenir revendeur sur Amazon. Et donc en fait, ils proposaient en fait je sais que c'était sur Amazon, ça je m'en souviens bien. Mais après, c'est une boutique, tu sais, des fois sur Amazon, tu cliques et c'est écrit vendu par, et c'était la boutique en question. Et ils avaient, je sais pas. 50 produits et ils imprimaient leurs dessins sur un body, un bavoir, un machin. Oui, très bien. Un mug, enfin plein de trucs. Oui, voilà. Et puis c'était vraiment dégueu parce que quand même, je pense qu'ils avaient un peu conscience quand même du droit d'auteur, donc un peu pixelisé. ils avaient vectorisé le dessin. Ah ouais, donc, ça c'est encore plus moche quoi. Ah non, c'était horrible. Ah, c'est trop drôle. J'aurais pas cru qu'on parlerait de ça aujourd'hui. Ah ouais, non, mais c'est vrai que ça, franchement, je suis bien contente. Enfin, là, je trouve que j'en ai de moins en moins. Ou alors, c'est que les gens, ils me disent moins. Parce qu'en fait, moi, c'est pas moi qui vais acheter les tomates cerises à La Réunion ou qui voit ça sur Amazon. C'est des gens qui m'envoient les liens, quoi. Ou qui m'envoient une photo en disant, ah, super, je t'ai vu sur une boîte de tomates cerises. Je fais, ah oui, mais moi, je suis pas au courant. Ah ouais. Et voilà. Bon, après, j'ai beaucoup parlé du droit d'auteur, hein, du respect. Voilà, je m'en souviens, en fait. C'est vrai que on avait beaucoup parlé et c'est bien. Ça a vraiment sensibilisé. Ouais, et ça a créé une sorte de team d'enquêteurs, quoi. Je veux dire, y a des gens, ils m'envoient dès que j'ai une collab, et souvent en plus maintenant quand on travaille pour des marques, c'est en marque blanche, c'est-à-dire ils mettent pas ma signature. Puis des fois c'est parce que moi je veux pas non plus mettre ma signature, et récemment et de fait là récemment j'ai fait des dessins pour Huggies et il y a des gens qui m'ont envoyé le dessin en disant il te cite pas, je vois bien que c'est toi, c'est n'importe quoi, j'ai commenté, j'ai dit que t'étais nul. Chill. Voilà, et je trouvais ça super cool. Les gens ils sont hyper copains, gentils, mais oui. Et en fait je me dis j'ai créé une team de gens autour de moi, c'est pas voilà, mais en tout cas au moins ils sont sensibilisés au sujet, et au moins je me dis ça fait plaisir, parce que je me dis ça quand même, le respect du droit d'auteur, ça me semble pour moi être un truc de base, mais parce que c'est mon métier et que je suis dedans, mais en fait c'est quelque chose, enfin c'est comme tout le monde quoi, il faut en parler pour que ça soit vraiment intégré quoi. Voilà. C'est clair. C'est clair. Ah ouais, c'est drôle, ouais. Et j'avais juste moi encore une question par rapport à la BD. Je me demandais si tu avais eu des retours, ou toi ou Sophie, de personnes qui se sont pas retrouvées dans ce vécu-là, parce que je sais qu'il y a des femmes qui vivent pas de difficultés comme ça, d'attachement ou et je me demandais du coup si vous avez eu des retours comme ça. Alors, tu veux dire des personnes qui vivent ça très bien et qui n'ont pas de soucis, ouais. Alors, on n'en a pas eu. Enfin, je veux dire, même s'il y a des gens qui nous disent, moi, il y avait une meuf qui était rigolote qui m'a dit, moi, j'ai une copine qui est enceinte là, qui galère, non, qui a accouché et qui galère, et moi, comme j'étais une mère parfaite, un peu relou là, les mères de magazine, je trouvais ça rigolo parce qu'il y avait beaucoup d'autorisation. Je lui ai offert la BD pour que, puis je l'ai lu avant et tout. Donc c'est pas des retours critiques, c'est pas des gens qui vont me dire, j'ai lu ta BD et j'ai trouvé que mais que c'était nul, ou que c'était loin d'être la réalité, ou que c'était de faire des enfants, voilà, j'ai pas parce que moi c'était un peu mon angoisse aussi, parce qu'il y avait aussi une critique du personnel médical, j'avais peur aussi pour un peu ça. Enfin, j'avais peur. Non, mais on s'y préparait, quoi, avec Sophie. Et en fait, globalement, j'ai vraiment des gens qui m'ont dit, j'ai pas vécu tout ce que a vécu Markéta, mais ça m'a fait du bien, parce que j'ai quand même en partie revécu ou ressenti ça, etc. Super. Moi, j'ai pas eu j'ai pas eu envie de balancer ma fille par la fenêtre. J'ai pas ressenti ça. Mais il y a plein de gens aussi, je pense, qui l'ont. Enfin, je dirais ce sentiment vraiment de dépression postpartum n'est pas vécu par toutes les mères. Par contre, ce sentiment un peu de baby blues ou de spleen, ou voilà, de descente d'hormones, enfin, on pourrait dire un peu tout ce qu'on veut. Ça, c'est c'est quand même vécu par une grande majorité. Donc même si voilà on est pas on a quand même ça, et on a eu aussi des retours de sages-femmes qui disaient super, je vais le faire lire, voilà, je vais en parler, je vais et je vais offrir 10 BD au CHU d'Angers début juillet pour que ça soit lu et que l'information passe dans les chambres. C'est génial. Et non, mais ça montre que l'histoire, justement, du coup, elle est un peu à la croisée des chemins entre celles qui ont vécu pire et celles qui ont vécu moins pire, peuvent se retrouver dedans, parce que
moi, je pense que même celles qui disent qu'elles l'ont bien vécu, je pense qu'il y a un truc universel de chamboulement quand même, Exactement. un minimum. Et en plus de ça, du coup, pour celles, je trouve, qui ont vécu moins pire, ça fait un travail de sensibilisation pour se comprendre entre mères, quoi. Exactement. Et je pense que plus il y aura ça, plus il y aura plus il y aura de comptes Instagram qui en parlent, plus il y aura de BD qui en parlent, plus il y aura de livres qui en parlent, plus il y aura de journalistes, de films, de je sais pas quoi qui en parlent, plus en fait les situations qu'on a vécues existeront, moins elles existeront. Bah c'est clair. Mais et puis même là que tu vois Jérémy il l'a lu, enfin plus des papas le liront, je pense qu'il y a une grande part de solitude qui fait que les pères entre eux, il y a aucune transmission de ce côté-là. Déjà que chez les mères c'est compliqué, mais alors chez les pères c'est encore pire. Donc je pense que plus les mères sont soutenues au sein de leur foyer et les pères seront pas super étonnés, genre quoi, t'es en congé maternité, non, t'es en vacances. Ouais, clairement. Ouais. Comment ça, le ménage n'est pas fait. Alors, tu crois qu'il y a des gens vraiment, enfin moi je trouve ça fou que ça existe encore en fait. Moi je trouve ça tellement 1840 comme réflexion, tu vois, que je me dis quand même. Non, je pense que c'est pas si, je pense que c'est peut-être pas si caricatural, mais c'est plutôt non, je pense que ouais. Ouais, je sais. Ça me fait mal. Vraiment, ça me fait mal. Ah, c'est horrible. C'est affreux. C'est affreux. C'est vraiment c'est incroyable en fait, comme je trouve ça génial qu'il y ait une grosse prise de conscience sur le fait que les femmes elles sont vraiment censées un peu tout gérer, puis quand elles deviennent mères en fait, au lieu d'un épanouissement, c'est juste le fardeau de plus parce qu'il faut vraiment s'occuper vraiment de tout et de tout le monde dans la maison. Mais heureusement ça change. Pour terminer, Matou, est-ce que quel souhait tu exprimerais avec cette bande dessinée? Je pense que tout ce que vous avez mis dans votre pétition, c'est le terme, Madeleine. C'est un peu ça que je voudrais. Moi, j'aimerais qu'on parle du postpartum lors de la préparation à l'accouchement. Je veux que ça soit dit autant que on nous apprenne comment pousser pour accoucher d'un bébé. Je voudrais qu'on nous apprenne aussi que l'après, c'est aussi quelque chose qu'il faut préparer dans sa tête, qu'il faut savoir, il faut être au courant, quoi. Et il faut sensibiliser sur le sujet, il faut que les pères soient là tout le temps, parce que moi je pense que ça a participé à ma chute, c'est le fait que de 21h à 6h du mat, je sois toute seule, à envoyer des textos en disant je vais pas bien et personne pour m'aider, quoi. Voilà. Enfin, en tout cas, tout ce que vous avez énoncé, établi, le congé paternité agrandi. Enfin, en fait, voilà, je pense que le postpartum, il ira mieux dans une démarche globale de prise en compte d'une maternité apaisée, et d'une maternité réaliste, quoi, de pas comment dire, idéalisé, voilà, merci beaucoup Madeleine, pas idéalisé, pas en te disant tu vas voir c'est magique, ça va être génial, etc. Et c'est vrai que moi je ne regrette pas du tout d'avoir eu ma fille, du tout. Parce que c'est marrant parce que je ne me rappelle pas d'avant elle. Enfin, pour moi, je sais pas, peut-être que vous ressentez ça aussi. La vie avec Louise, où elle a une couleur qui est j'arrive pas à me remettre à m'imaginer une vie sans Louise maintenant qu'elle est là. Enfin, voilà, il y a vraiment c'est fou, la psychologie liée à l'enfant, etc. Mais ça n'enlève pas toute la réalité de ces moments-là. Et voilà, et je sais que moi, à chaque fois que je peux me plaindre, des fois de je sais pas si t'as ça aussi sur les réseaux, mais il y a pas mal de mères qui disent moi j'ai pas pu avoir d'enfant, ou moi j'en ai pas, arrêtez de vous plaindre, etc. Et encore une fois, je ne veux pas remettre en cause toutes les difficultés qu'on peut avoir pour avoir un enfant, et la peine qu'on peut ne pas en avoir. Je dis juste que la réalité, moi, ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est chouette d'avoir des enfants, mais il y a des choses qu'il faut savoir et des choses qu'il faut préparer. Et ça n'a rien à voir, et en plus ça renforce l'idée que pour celles pour qui ce serait vraiment très désiré, après elles vont vraiment rentrer dans une idée que elles se plaindront pas. En fait, elles vont se mettre encore plus de pression de
moi j'ai entendu des personnes se plaindre et moi je vivrai pas ça le jour où j'arrive à tomber enceinte et tout ça. Et en fait, j'ai entendu une psychiatre spécialisée qui disait en fait les personnes qui ont fait la PMA sont plus à risque de difficultés maternelles. Tout à fait. Parce qu'en fait, là, en fait, l'idéalisation, elle est montée au summum, quoi. Et c'est en ça que non, faut moi-même à quelqu'un qui a des difficultés à tomber enceinte, je suis désolée, ça n'a rien à voir. C'est deux difficultés à part. Et qui méritent toutes les deux d'être reconnues, prises en compte. Et mais faut pas se fermer faut pas mettre des œillères sur l'une ou l'autre, quoi. C'est ça, et c'est comme dit Sophie, elle le dit très bien, elle dit en général quand on a ce processus PMA ou de difficultés, fertilité, etc., test de fertilité, etc., on tombe de plus haut en fait quand on a couché de fait. Quand tu tombes de plus haut, souvent ça fait plus mal. Et donc c'est vraiment lié à ça, et en fait on est toutes liées à des histoires. Moi je suis tombée de haut par rapport à la famille recomposée, à la belle famille, etc. Bon voilà, on a chacun nos histoires qui conduisent plus ou moins à ce basculement psychologique, et ça il faut l'anticiper en fait. Parce qu'un accouchement, c'est pas juste technique, c'est aussi psychologique et émotionnel. Et il faut plus de sensibilité. Je suis désolée, ça prend peut-être plus de temps pour le personnel médical parce que c'est plus facile de donner une fiche technique que de poser des questions sur comment on sent et comment ça va être. Mais je pense que c'est nécessaire, quoi. Voilà. C'est clair. Voilà. Matou, tu mentionnais la pétition de Madeleine, mais Madeleine, tu peux préciser où peut-être les auditeurs peuvent la retrouver, comment elle s'appelle cette pétition? Oui, c'est la pétition pour améliorer les conditions du postpartum des femmes en France, que on a lancé l'année dernière après qu'il y ait eu le mouvement du hashtag mon postpartum. Enfin, c'était un peu dans la suite, et on l'a déposé au ministère en juin dernier. Et d'ailleurs, parce que tu l'as. Ah oui, pardon, on l'a fait avec le Mois d'Or. Les autrices du Mois d'Or, Céline Chadla et Marie Poulain. Donc voilà, on a été déposé. Voilà, on a fait 14 propositions et on a été la déposer en juin l'an dernier. Et là, on va arriver au 1 an. Et donc pour les 1 an, voilà, j'annonce déjà que on va refaire une lettre à Adrien Taquet et qu'on publiera sur les réseaux sociaux. Et voilà, on va faire une petite piqûre de rappel. Parce que voilà, enfin pour moi les propositions qu'on a faites, c'est le minimum. On ne demande vraiment pas des choses incroyables. Il y a des choses ici ou là qui sont déjà faites dans des maternités, mais c'est pas du tout quelque chose de systématique, de quelque chose d'organisé. Et vous avez une réponse, quand vous l'avez déposé en juin dernier, parce qu'il y a eu des réponses. Ben il était Adrien Taquet, qui est le secrétaire d'État en charge de la famille et de l'enfance. Lui, il est convaincu partout. Mais c'est ça qui était difficile, c'est qu'il est convaincu partout. Et donc il disait oui à tout, bah ouais, c'est clair. Et ça fait du coup derrière, voilà, on sait qu'il a pas la main libre de tout faire comme il veut. Mais par contre, je pense que ça reste utile. Il y a eu quelques améliorations, non? Il paraît que, voilà, moi j'ai entendu, là, il a fait un live dernièrement où il disait qu'il allait y avoir un rendez-vous postpartum qui se fait entre 8 et 12 semaines postpartum à domicile, alors si j'ai bien compris que c'est à domicile, avec le couple parental, et qui est plus sur les aspects psychologiques et comment se sentent les parents plutôt que le bébé. Donc voilà, ça c'est super, ça n'a pas encore été annoncé officiellement, donc ça c'est top. Et il paraît aussi qu'il y aurait une campagne de sensibilisation, de communication quoi, qui sera faite sur cette période. Donc voilà, il y a des choses que j'entends, c'est des bruits. Et voilà, j'attends de voir, et puis bon. Le congé paternité, il va pas être allongé? Oui, le congé paternité va être allongé effectivement à partir du 1er juillet, et ça c'est génial. Oui, mais il n'est pas obligatoire. Il est rallongé, mais non obligatoire. Ouais. Ah, d'accord. Mais je trouve quand même que c'est une vraie avancée. Je sais que, en fait, moi, je suis pas trop dans le not enough. Moi, en fait, dès qu'il y a un truc qui bouge dans le bon sens, je suis à fond, je suis trop contente. Et... Non, mais c'est chouette, hein. Non, mais je dis pas, je dis juste que c'est une mesure un peu faible. Oui. Ils auraient pu avoir, c'est quand même pas compliqué de rendre ça obligatoire. Hein, c'est plutôt ça. Je trouve que la mesure, voilà, toute mesure est bonne à prendre quand elle va dans le sens d'une maternité, une paternité plus simplifiée et plus plus réaliste. Mais voilà, c'est quand même pas compliqué de le rendre obligatoire, bordel. Enfin, en 2021. Bon, voilà. Et
Et ta bande dessinée, la remplaçante, comme tu l'as dit au début de l'épisode, c'est un petit peu ta contribution sur l'autel du postpartum. Ouais, c'est mon petit caillou. Ouais, c'est génial. Donc, j'espère qu'avec cet épisode, il y a encore plein d'auditeurs qui vont aller découvrir ton livre, peut-être des futures mamans ou des mamans déjà, et qui, ouais, donc, et des papas d'ailleurs. Et des papas, c'est très important de le préciser. Matou, je suis vraiment content d'avoir pu discuter avec toi. Merci de cette invitation, c'était vraiment chouette. Ouais, de discuter tous les trois, c'était chouette. Ouais, c'est trop cool. Merci beaucoup Matou, et avec puis plaisir. au plaisir. Ouais. Ciao, ciao. Merci Matou, bye. Bye bye. C'était ma discussion avec Matou et Madeleine. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Merci Matou, merci Madeleine, c'était hyper cool de discuter avec vous. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le leur dire en les suivant sur les réseaux sociaux @Matou et @postpartumtamer. Si le sujet vous a interpellé, du contenu pour creuser le sujet, elles en ont à foison et elles le font bien. Ah oui, et si le sujet de la parentalité vous intéresse et qu'au cas où vous vous dites « Mais on n'a pas trop entendu ton point de vue de papa, Jérémy », je vous invite alors à aller écouter ma discussion avec Fabrice Florent sur son podcast Histoire de Daron. Il m'arrive ici et là d'être invité sur des podcasts pour parler de sens créatif, mais parler de paternité, c'était la première fois. Et j'ai un peu eu l'impression de me retrouver à poil. Pas étonnant si je vous dis qu'on a discuté de mes difficultés à prendre ma place de père au début de ma paternité, mais aussi de l'épiphanie que j'ai eue à ce sujet lors du premier confinement, de mon travail thérapeutique, de la dépression postpartum de Madeleine évidemment, ainsi que de mon éducation religieuse et des enjeux de la transmission, ou pas, de certaines de ces valeurs. À poil que je vous dis. Vous retrouverez le lien de cette interview dans les notes de cet épisode. Et maintenant, il est temps d'écouter le témoignage de Laure Adrienne qui aimerait vous dire 2 mots au sujet du Patate Club. Bonjour, c'est Laure et je suis illustratrice freelance. J'ai commencé à soutenir Sens Créatif sur Patreon parce que j'étais absolument fan de ce podcast. Mais au-delà de ça, j'ai découvert la communauté Patate Club. Et le Patate Club, c'était une sacrée surprise. Tout d'abord, un super accueil sur le Discord. J'ai rencontré des gens fantastiques qui faisaient le même métier que moi. Je me suis sentie beaucoup moins isolée. J'ai découvert que je pouvais avoir des réponses sur tous les sujets, que ce soit de l'administratif, de la technique, que ce soit même des sujets personnels. On connaît tous des gros moments de remise en question dans ce métier. Et puis, j'ai découvert des gens super. Je me suis fait de nouveaux amis. Voilà, c'est de la joie, une communauté qui est là pour toi si ça va mal, si ça va bien, et une très très grande envie de créer ensemble. Le Patate Club, c'est des contributions qui commencent à 2 € par épisode. Tu peux bien sûr donner plus si tu as envie, et c'est pas cher payé pour toute la joie que c'est. Pour participer, vous retrouverez le lien dans les notes de cet épisode ou sur senscreative.fr ou en allant directement sur patreon.com/senscreativepodcast. D'avance, merci beaucoup. Si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast ainsi que 5 étoiles de préférence, c'est le meilleur moyen de le faire connaître. Pour ne plus jamais louper un épisode, pensez également à vous abonner sur vos applications de podcast, à me suivre sur les réseaux sociaux ou à rejoindre ma newsletter. Vous trouverez toutes les infos ainsi que les notes de chaque épisode sur senscreative.fr. Autre chose, si vous avez un invité, qu'il soit connu ou une personne de votre entourage et que vous aimeriez l'avoir passé à mon micro, surtout n'hésitez pas à écrivez-moi sur Jérémy IE à la fin @Jérémy-Kleiss, ça s'écrit CLAEYS.com. Je termine en remerciant Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Allez jeter un œil sur ses réseaux sociaux @AdrienGuy-Music ou écoutez ses morceaux sur sa page SoundCloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao ciao.